L'armée américaine a l'habitude de expédier la démocratie en express. Un bombardier peut décoller et frapper une cible à l'autre bout du monde avant même que vous ayez fini un long film. Ça paraît impossible. Jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est pas la vitesse qui fait la différence, mais la portée. Alors, comment est-ce possible? Continuez à regarder pour le découvrir. Les États-Unis n'ont pas vraiment été conçus pour dominer le monde. Bien sûr, ils ont eu un coup de chance avec la géographie, des ressources inépuisables, des ports sans glace et 2 océans comme garde du corps aquatique. Mais cet avantage a aussi ses inconvénients. Si les ennemis traversent un océan pour atteindre l'Amérique, elle doit aussi le faire pour les atteindre. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Pendant longtemps, les États-Unis ont évité la politique étrangère. Et arrêtez de rire, traverser les océans, ce n'est pas gratuit. Bien sûr, l'Amérique s'est alliée à l'OTAN en 1949. Mais avant cela, le terme isolationniste n'est pas tout à fait approprié. La doctrine Monroe, c'était juste la version polie de dégager de chez moi. Les choses ont commencé à changer bien avant que l'OTAN ne soit même une idée dans l'esprit de Harry Truman. Tout a commencé avec ce qu'on a appelé une folie. La folie de Seward. C'est à ce moment-là que le secrétaire d'État William Seward a acheté l'Alaska à la Russie pour une bouchée de pain. Le prix ? 129 millions de dollars en valeur actuelle, moins que le coût de production de certains films à gros budget. Les Russes pensaient avoir refilé un désert glacé. Au lieu de cela, ils ont vendu à l'Amérique une chambre froide remplie d'or, de pétrole et d'un siècle de fierté. Bien sûr, le pétrole, c'est génial. Mais la véritable affaire, l'immobilier, ces 9 bases militaires en Alaska sont devenues la rampe de lancement idéale pendant la guerre froide. C'était la façon pour l'Amérique de dire « on vous voit ». Et elle compte toujours aujourd'hui, parce qu'il y a la Russie et la Chine. Oui, la Chine. Ces pistes d'atterrissage en Alaska, plus proches de Pékin que New York de Los Angeles. Soudain, les États-Unis ne protégeaient plus seulement leurs frontières, ils atteignaient l'autre bout du globe. L'Alaska a tout changé. Ces océans, désormais, de simples flaques d'eau. Quelques années après avoir fréquenté le rayon surgelé, les États-Unis ont choisi un lieu plus chaud. Aloha, le royaume d'Hawaï. En 1875, ils ont signé le traité de réciprocité. Sur le papier, il s'agissait de sucre. En réalité, il s'agissait de stratégie. Les États-Unis se sont réservé un lagon paisible, idéal pour les navires, mais néfaste à l'indépendance hawaïenne. En 1887, Washington est passé du statut de visiteur à celui de propriétaire. Usage exclusif du port, charbon, réparation, contrôle. C'était la version géopolitique du « je vais juste laisser mes affaires ici un moment ». L'Amérique a remporté la guerre hispano-américaine, et l'oncle Sam est parti faire son marché parmi les îles. Hawaï a été annexé. Cette petite lagune est devenue Pearl Harbor. Les Philippines et Guam ont rejoint la liste. Et Guam est l'enfant préféré de Sam. Bien sûr, l'île est minuscule. 210 miles carrés, mais elle est gâtée. Elle a tout ce dont une force aérienne a besoin. 2 pistes. Assez de carburant pour remplir 110 piscines olympiques d'un truc qu'il vaut mieux ne surtout pas enflammer. Le Pacifique à sa porte. Les palmiers, c'est juste un bonus. Silus Air Force était un boxeur. Guam serait son pied d'appui. C'est ce qui lui permet de commencer à lancer des coups à travers le Pacifique, sans perdre l'équilibre. De là, les bombardiers peuvent passer du territoire national à n'importe quel point chaud de la planète en quelques heures. Environ 100 d'appareils sont prêts à tout moment. En cas de crise, 400. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ont pris Porto Rico. Ils ont planté un drapeau à Cuba et obtenu une base à la baie de Guantanamo en 1903. Soudain, l'oncle Sam avait des propriétés en bord de mer des 2 côtés. Pratique, mais un cauchemar logistique. Le Cap Horn n'est pas une région de croisière. Ici, les 50e hurlants déchaînent des vents de 80 km à l'heure et des vagues de 3 mètres les bons jours. Et il n'y a pas de bons jours. Plus au sud, les 60e hurlants s'en mêlent. On ne navigue pas ici à moins d'avoir rédigé son testament avec une encre qui résiste à l'eau. Alors les États-Unis ont trouvé une meilleure route. Le canal de Panama, le plus grand raccourci du monde. 6% du commerce mondial passe par ici chaque année. Les Français ont tenté sans succès. Les États-Unis ont repris, terminé et s'en sont vantés. Et pas qu'un peu. Techniquement, l'Amérique l'a rendu en 1999. Techniquement, si jamais la situation devient tendue, c'est toujours la marine américaine qui tient la barre. À ce moment, l'Amérique a cessé de s'impliquer timidement dans les affaires mondiales et s'y est investie pleinement. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne croulait sous les dettes, et l'oncle Sam payait l'addition et les clés de son arrière-cour mondial. Puis vinrent l'OTAN et d'autres alliances. Aujourd'hui, les États-Unis ont des pactes de défense formels avec 51 pays.
Ça fait beaucoup d'amis à appeler quand les choses tournent mal. Et cela ne compte pas les relations compliquées. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, Taïwan, et dernièrement, l'Inde. La guerre de Corée a tout accéléré. Les alliances, la logistique, l'expansion. Aujourd'hui, les bases américaines sont partout. Au moins 128 dans 49 pays, juste derrière le nombre de Starbucks. Il y en a sûrement plus, mais c'est classifié. Ces bases permettent aux États-Unis d'imposer leurs règles. Avec des avant-postes partout, le monde commence à paraître beaucoup plus petit et clairement sous une nouvelle direction. Les États-Unis couvrent l'Europe comme un ex-collant. Toujours là, toujours à prendre des nouvelles. Partout en Europe, l'Amérique est omniprésente. Bases, ogives nucléaires et 63 000 soldats. C'est comme la version militaire de McDonald's. Il ne manque plus qu'un service au volant. En Asie de l'Est, les États-Unis possèdent plus de terrain au Japon que certaines entreprises japonaises, et trouvent encore le temps de flirter avec la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Problème d'engagement, version mondiale. Ensuite, il y a le Moyen-Orient, la station-service de la planète. 20% du pétrole mondial, et près de la moitié du gaz transitera sous l'œil vigilant de l'oncle Sam. Turquie, Irak, Bahreïn. Vous avez de l'or noir ? L'Amérique est garée, juste à côté. Résultat final, les États-Unis ne font pas que jouer dans le groupe, ils dirigent l'orchestre. L'influence de l'Amérique est tellement vaste que l'Empire britannique en transpirerait dans ses tuniques rouges. Elle possède des avant-postes aux confins du monde, comme la base spatiale de Pituffik au Groenland, où même les ours polaires ont besoin d'un GPS. Population, environ 150 soldats et une machine à café très fatiguée. La vie nocturne, ce sont les aurores boréales, et le poste consiste à surveiller le ciel en espérant qu'aucun problème n'apparaisse. En parlant de travail, si vous appréciez ces explorations de cartes, abonnez-vous. Malheureusement, on ne peut apparemment pas déclarer explorateur Google Earth comme profession déductible des impôts. Pendant la guerre froide, ce poste avancé glacé était bondé. 6000 soldats prouvaient que les engelures forgent le caractère. Aujourd'hui, c'est plus calme, surtout des alertes de missiles et de la surveillance spatiale. Aucun extraterrestre pour l'instant, mais la piste reste utile, assez grande et longue pour les bombardiers, et parfaitement adaptée aux avions cargo, y compris le gigantesque C5 Galaxy, l'Amazon Prime de la projection mondiale. Ces engins transportent tout. Des troupes, des chars, du carburant, tout ce qui maintient le cirque volant en l'air. Si la marine ne peut l'atteindre, l'armée de l'air survole et dit « on s'en occupe ». Le C5 peut même avaler un char Abrams en entier. Un avion fait ça, et c'est de la logistique. Moi je le fais avec une part de pizza, et tout à coup, ça inquiète. Revenons aux bombardiers. Il y a une autre base, moins isolée que Pituffik, mais toujours du genre à faire lever les yeux au ciel à votre GPS. Descendez vers le sud, du Groenland à l'Islande. Vous savez, celle qui est vraiment verte. Sur la péninsule de Reykjavik se trouve la base aéronavale de Keflavik. C'est plus animé qu'on ne pourrait le croire, pour un endroit surtout connu pour ses volcans, ses prix bas et son climat existentiel. En 2019, un bombardier B2 Spirit s'est arrêté pour une courte visite. Il a aimé ce qu'il a vu, et a refusé de repartir. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose. Le B2 n'est pas vraiment un invité facile à entretenir. C'est l'équivalent militaire d'un chiot de race. Il a besoin d'une attention constante, d'un éclairage parfait, et de hangars à température contrôlée rien que pour éviter que sa peau ne s'écaille. Et maintenant, Keflavik a préparé la salle de relooking. Alors pourquoi tant d'efforts pour une toundra balayée par les vents et une poignée de volcans en pleine crise d'adolescence ? Eh bien, en géopolitique, l'emplacement fait tout. Même si les voisins sont surtout des macareux, l'Alaska, Pituffik et Keflavik restent des codes de triche. Chacune de ces bases permet à l'US Air Force de gagner des kilomètres sur le trajet vers n'importe quel endroit stratégique. Disons que Xi Jinping tente quelque chose à Taïwan. L'US Air Force aurait besoin de renforts venant de l'extérieur de la région, alors que, soyons honnêtes, ces bases régionales auraient déjà essuyé quelques frappes de missiles chinois. Mais il y a un problème, la tyrannie de la distance. Et non, ce n'est pas le nom d'un groupe de death metal qui tente une balade puissante, c'est le vrai terme utilisé par les experts. La Chine, elle, combat sur son propre terrain. Oncle Sam doit traverser la planète rien que pour arriver sur place. De Los Angeles à Shanghai, c'est près de 10 600 km de... On est bientôt arrivé ? Pour les États-Unis, cela coûte cher en argent et en carburant. C'est risqué, onéreux, et quelqu'un à Washington doit se demander, est-ce vraiment utile ? Mais Oncle Sam joue en mode facile. La distance entre Anchorage, en Alaska, et Shanghai est d'environ 6900 km. Pourquoi Anchorage ? C'est là que se trouve la base aérienne d'Elmendorf-Richardson. Disons que la Chine n'est pas le problème. Peut-être que Poutine commence à lorgner sur une plus grande partie de l'Europe.
Acheminer les troupes américaines là-bas, c'est toujours un casse-tête logistique. De Boston à Vilnius, en Lituanie, il y a environ 6600 km. Ça fait beaucoup de films à regarder en vol. Mais si on décolle plutôt de Keflavik, soudainement, le monde devient plus petit. La distance tombe à un peu moins de 2900 km pratiquement à côté. C'est pour ça que ces anciens explorateurs risquaient les engelures et le scorbut en cherchant les passages du nord-ouest et du nord-est. Le sommet du monde est peut-être gelé, mais c'est plus rapide. La distance entre les continents diminue quand on prend le raccourci au lieu de la route panoramique. L'Amérique l'a compris. Ses rivaux, pas vraiment. La Chine adore se qualifier de puissance quasi-arctique. C'est comme si je me disais presque Mr Beast. Mais aucun slogan ne te fait traverser la banquise. La Russie, techniquement, le peut. Mais elle a des ports qui gèlent la moitié de l'année, et qui mettent ses ambitions en veilleuse. Ces deux partenaires sans limite ont en réalité beaucoup de limites. Parce qu'à la différence des États-Unis, ils ne contrôlent pas les points d'étranglement dont dépendent leurs économies. Ils se font simplement étrangler par eux. Voici le détroit de Malacca. C'est le cousin surdoué du canal de Panama. 3500 milliards de dollars de commerce passent par ici chaque année. Tout cela en traversant un seul passage maritime. Goulot d'étranglement. 10 navires entrent toutes sortes chaque heure. Mais un pays en dépend plus que tous les autres. La Chine. 2/3 de son commerce passent par ici. 83% de son pétrole et la majorité de son gaz naturel. Pour Pékin, ce n'est pas seulement une voie maritime, c'est un test de résistance. Le scénario catastrophe. La marine américaine jette l'ancre à proximité et coupe tout. La Chine en perd le sommeil depuis des décennies. Cela porte même un nom, le dilemme de Malacca. Alors elle a essayé de trouver une solution. Des routes terrestres avec la Russie, bien sûr, mais cela doit venir de Sibérie, qui est un endroit vraiment difficile pour faire des affaires. Regardez ma vidéo à ce sujet. Il vaut mieux penser à un plan B alors. En 2013, Xi Jinping a lancé l'initiative La Ceinture et la Route, la tentative de la Chine de transformer le commerce mondial en son propre réseau de livraison. La pièce maîtresse brillante, le corridor économique Chine-Pakistan, ou CEPEC. L'idée était simple, éviter complètement le détroit de Malacca. Les navires déchargent au port de Gwadar, au Pakistan. Ensuite, le pétrole et le gaz traverseraient la terre jusqu'à la province du Xinjiang en Chine, un raccourci à travers les montagnes et le désert. C'est la tentative de la Chine de contourner les règles et les États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, allons vers le sud. Voici l'une des îles les plus isolées et controversées du monde. Diego Garcia, à 3500 km au large de la côte de l'Afrique de l'Est. En plein milieu de nulle part, et à mi-chemin de l'Indonésie. Autrefois une léproserie française, c'est aujourd'hui le grain de sable le plus stratégiquement placé au monde. En 1965, le Royaume-Uni a acheté Diego Garcia à l'île Maurice. Acheté, fait ici tout le travail. La Grande-Bretagne a ensuite accordé l'indépendance à l'île Maurice. Un timing parfait. Dès 1966, les États-Unis avaient déjà réservé l'île. Le seul hic, c'est qu'un millier d'insulaires vivaient déjà sur ce rocher soi-disant vide. La solution ? Relocalisation, à la mode impériale. Ceux qui sont partis n'ont pas eu le droit de revenir. Les autres ont été expulsés de force. Même les chiens ont été tués pour encourager la coopération. En 1971, le paradis avait disparu sous le béton. L'île avait une toute nouvelle piste d'atterrissage. 1000 personnes ont perdu leur maison pour qu'une superpuissance puisse stationner ses bombardiers. Le colonialisme, avec post-combustion en prime. Pourquoi tant d'efforts pour une île aussi isolée ? Bien sûr, souvenez-vous, l'emplacement fait toute la différence. Regardez où se trouve Diego Garcia par rapport à CPE. C'est pratiquement comme si elle lui lançait un regard noir. Le projet chinois au Pakistan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Un chemin de fer n'a mené nulle part. Le port de Gwadar, qui perd de l'argent comme un crypto-bro. Mais admettons que la Chine réussisse. Je sais, mais faites semblant. Il reste quand même un énorme problème. Diego Garcia. Et elle est remplie de suffisamment de jouets pour gâcher la journée de Pékin. 4 hangars B2 climatisés, 2 longues pistes, des bombardiers, des chasseurs, des ravitailleurs, des avions de transport, tout décolle d'ici. Des réserves de carburant si vastes que sans Diego Garcia, quelqu'un préparerait sûrement des plans d'invasion sur une serviette de bar. C'est moins une base qu'un marteau flottant au milieu de l'océan Indien. C'est le porte-avions insubmersible de l'Amérique dans l'océan Indien. Si la situation dégénérait, l'US Air Force pourrait couper les lignes d'approvisionnement chinoises d'ici. Aucun problème. Coïncidence alors que Pékin ait soudainement découvert sa profonde préoccupation pour la souveraineté mauricienne ? Non, je ne pense pas.
Soutenir la revendication de l'île Maurice sur Diego Garcia n'est pas qu'une question de justice pour les anciens insulaires, c'est aussi un avis d'expulsion pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Même si la Chine réussissait ce coup, cela ne résoudrait pas son problème. Les États-Unis ont protesté quand la Grande-Bretagne a accepté de rendre les îles à l'île Maurice, mais il est difficile de s'en soucier avec des itinéraires de secours sur tous les océans. Revenons à l'automne 2001, une période étrange et tendue en Amérique. Pour la première fois depuis 1812, quelqu'un a traversé un océan pour frapper le continent. Alors, les États-Unis ont décidé de rendre l'appareil par les airs. Le 7 octobre, le Spirit of America a décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. C'était un bombardier B-2 construit pour une seule chose, atteindre n'importe qui, n'importe où. Le B-2 est un réservoir volant avec des ailes. Il peut parcourir 11 100 km, sans s'arrêter. Le diamètre de la Terre est de 12 700 km. Cette machine peut presque voler jusqu'à l'autre bout de la planète d'une seule traite. Oubliez New York-Londres. Essayez New York-Tokyo avec de l'espace pour les jambes. C'était juste après le 11 septembre. La destination, l'Afghanistan, et le B-2 était chargé. Il transportait 16 bombes JDAM guidées par GPS, chacune étant un message de précision pour les défenses aériennes des talibans. Ne jouez pas avec nous. Mais toute cette puissance avait un prix, l'autonomie. La planète semblait soudainement beaucoup plus grande. 4 heures après son départ du Missouri, l'Esprit d'Amérique atteignit la côte californienne, juste à temps pour croiser un autre chef-d'œuvre de l'armée de l'air, la station-service volante. L'US Air Force possède environ 600 avions ravitailleurs, soit les 3/4 du total mondial. Sans eux, ces bases lointaines ne seraient guère plus que des parkings coûteux. Le premier ravitaillement a eu lieu au lever du soleil. La mission est restée en plein jour exprès. La mélatonine et des avions à $1 milliard ne vont pas ensemble. Vous ne voulez pas que vos pilotes s'endorment pendant une frappe mondiale. Le bombardier s'est ravitaillé au-dessus de Guam, puis du détroit de Malacca, ce qui ferait aujourd'hui monter la tension à Pékin. Il a ensuite fait un dernier arrêt, ravitaillement en vol près de Diego Garcia, où il y a toujours des ravitailleurs prêts. Plein fait, il a mis le cap au nord vers l'Afghanistan. À ce moment-là, les pilotes étaient en vol depuis plus de 24 heures. Lorsqu'ils ont atteint la côte pakistanaise, ils ont pris ce qu'ils appelèrent des pilules coup de fouet, pour rester éveillés. La caféine ne suffit pas quand votre bureau est un bombardier furtif. Sur un trajet aussi long, quelque chose devait forcément changer. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où l'Esprit de l'Amérique a atteint sa zone cible, 70% des objectifs avaient changé. Alors, à la tombée de la nuit, les pilotes ont reprogrammé leur JJDAM en plein vol. Rien ne montre mieux un travail sous pression que de refaire ses devoirs en traversant des continents. Ils ont largué leur charge sans être vus, assuré la supériorité aérienne et sont rentrés chez eux. Jusqu'à ce que de nouveaux ordres arrivent. 4 JDAM restants, 4 nouvelles cibles, mission acceptée. Le carburant commençait à manquer. Aucun problème. Un ravitailleur a surgi au-dessus de la mer d'Arabie, tel un livreur DoorDash, mais avec du carburant. Ravitaillement fait. Ils ont frappé l'Afghanistan à nouveau. Largué les dernières bombes, puis fait le plein une fois de plus pour le vol vers 44 heures dans les airs. C'est la plus longue mission jamais réalisée en baie de près de 2 jours dans le cockpit. Même les toilettes de l'avion ont rendu l'âme à mi-chemin. La prochaine fois que vous vous plaindrez d'un vol long, pensez à ceux qui ont passé 2 jours sans plomberie, armés de quoi détruire une ville. Tout est question de perspective. Mais cette mission n'était qu'une répétition générale. L'échauffement avant le grand spectacle. C'était le type de mission mobilisant tout ce que les États-Unis avaient pâti depuis leur sortie accidentelle de leur hémisphère dans les années 1940 sans retour possible. Des bases, des alliances, des escales de ravitaillement. La version mondiale de laisser sa brosse à dents chez quelqu'un et de décider qu'on vit là maintenant. Tout a commencé le 13 juin quand Israël a laissé de côté les jeux d'ombre habituels et est passé directement à l'événement principal avec l'Iran. Les sites nucléaires se sont illuminés comme un sapin de Noël. Même les scientifiques prenaient arrêt maladie. Mais le joyau restait l'usine d'enrichissement fertile, profondément enfouie, renforcée et largement hors de portée d'Israël. Les F-35 et les F-15 sont élégants, rapides et mortels. Mais pour détruire des bunkers, ils arrivent avec un pistolet à bouchon dans un vrai combat. Les États-Unis observèrent de près. Du popcorn dans une main, le flux satellite dans l'autre, ils ont vu une opportunité. Pourquoi laisser tout le plaisir à Israël? L'opération Marteau de minuit est née. Quand l'Amérique prépare une mission, elle lui donne toujours un nom digne d'un film d'action des années 80, Diego Garcia était la base évidente. Proche, discret et commodément approvisionné. Chaque B-2 transportait 2 bombes de 30 000 livres, le genre de cargaison qui rend les turbulences très personnelles.
Vol court, aucun pilote fatigué, aucune galère de toilette. Mais alors que le monde regardait Diego Garcia, l'armée de l'air a sorti un tour de magie. 7 autres B2 ont discrètement traversé l'Atlantique vers l'est, ravitaillant à des arrêts comme l'Aja, dans les Açores, une chaîne d'îles portugaises considérée comme l'Airbnb européen des bombardiers. Une fois les B2 traversé l'Atlantique, ils ont rejoint des avions de soutien. Le Pentagone les a qualifiés de 4e et 5e génération. Dans le jargon militaire, cela signifie cher et neuf, et on préfère que les contribuables ne posent pas de questions. Personne ne sait vraiment d'où ils ont décollé. Ramstein, en Allemagne, la plus grande base américaine hors des États-Unis, ou l'une des autres en Europe. Qui sait? Posséder des biens immobiliers partout offre toujours des options. Puis l'événement principal est arrivé. Lorsque les B2 ont pénétré l'espace aérien iranien, la région s'est illuminée comme le 4 juillet des navires et sous-marins américains rôdaient à proximité. Quand l'armée de l'Allié organise une fête, la marine fournit les feux d'artifice. Plus de 20 Tomahawks ont été lancés, tous parfaitement synchronisés. Rien ne symbolise mieux le travail d'équipe que des explosions synchronisées. À 2h-10h locales, le premier B2 a largué ses 2 bombes sur Fordo. Puis les autres ont suivi. 14 bombes au total. Chacune a atteint sa cible à Fordo et à Natanz. Pendant ce temps, les missiles de croisière ont frappé Isfahan en dernier, laissant l'Iran dans l'incertitude jusqu'au bout. Au total, 125 avions ont participé à l'opération. Le président Trump a ensuite précisé que 52 d'entre eux étaient des ravitailleurs. Même les frappes aériennes mondiales fonctionnent au carburant. Et le résultat ? Chaque avion qui est entré dans l'espace aérien iranien en est ressorti indemne. L'Iran n'a même pas tiré un seul coup. C'était comme se présenter à un duel et se rendre compte que l'autre gaz était déjà parti. Le vol jusqu'à la zone cible a duré 18 heures, ajoutez le bombardement et le trajet de retour. Et cela faisait un total de 37 heures. Aucun rapport confirmé sur l'état des toilettes, cependant. Probablement classifié. Les dégâts ? Graves, mais pas fatals. Les sites nucléaires iraniens ont été durement touchés, mais pas effacés. Téhéran pourrait reconstruire s'il est prêt à brûler une montagne d'argent, de temps et d'orgueil national pour y parvenir. Mais la véritable leçon est venue du ciel. L'US Air Force a prouvé quelque chose cette nuit-là. Il n'y a pas d'océan trop vaste, ni d'espace aérien trop protégé. Si l'oncle Sam veut frapper à la porte, il n'a pas besoin d'une invasion, juste d'un plan de vol. Au final, les États-Unis ont trouvé le code de triche ultime. C'est quelque chose dont rêve chaque gamer, chaque combattant et chaque superpuissance en devenir. Grâce à ses cerveaux d'ingénieurs et à son réseau mondial d'amis disposant de pistes d'atterrissage, l'Amérique peut frapper sans être frappée en retour. Du moins, la plupart du temps. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack. En regardant mon calendrier, la 3e guerre mondiale est prévue pour 2027, mais elle pourrait arriver demain par accident. Peut-être qu'un bateau de pêche se perd, peut-être qu'un missile tombe au mauvais endroit, ou que quelqu'un n'aime pas la façon dont une carte est dessinée. L'étincelle, c'est Taïwan, l'île que tout le monde avait oubliée jusqu'à ce qu'elle devienne le foyer de tension le plus explosif du monde. Xi Jinping veut que son armée soit prête à envahir, même si cela lui explose au visage. Après tout, quand on rétablit l'ordre, qu'est-ce qu'un peu de chaos mondial ? Aujourd'hui, nous verrons pourquoi la Chine ne peut pas se permettre d'envahir cette petite nation. Et si vous aimez ces vidéos hebdomadaires, n'oubliez pas de vous abonner, avant que mon estime de moi-même ne coule plus vite que la mer morte. Commençons par la carte. La Chine s'est autrefois appelée le royaume du milieu, le centre de la civilisation, et heureusement, la géographie était d'accord. Son cœur fertile était une usine à riz, produisant nourriture et population en série. Mais cela avait un inconvénient. Les rizières étaient de grandes ouvertes aux pillards, qui galopaient depuis la steppe eurasienne, cette interminable autoroute d'herbe qui s'étend de l'Europe à la Mandchourie. Heureusement, la Chine avait des défenses naturelles. Les montagnes de l'Hindu-Kush protégeaient un flanc, tandis que son littoral servait de videur aquatique sur 9000 miles, soit 14 500 km de côte. Tu ne sais pas nager ? Tu ne rentres pas. Donc, tant que la steppe était protégée, la Chine pouvait dormir sur ses 2 oreilles. Mais l'histoire a changé la donne. La steppe est restée calme, et ce videur protecteur n'est plus aussi costaud et effrayant qu'avant. En 1949, la Chine a décidé qu'elle avait fière allure en rouge et est devenue communiste. Alors Washington a imaginé la stratégie de la chaîne d'îles. 3 lignes défensives tendues à travers le Pacifique comme des fils pièges. La première chaîne était la plus importante, s'étendant du Japon à l'Indonésie, enfermant la côte chinoise si étroitement qu'on aurait dit une prise d'étranglement.
Mais elle n'existait que parce que les communistes n'avaient pas remporté la guerre civile aussi nettement qu'ils l'auraient voulu. Leurs ennemis, les nationalistes, n'avaient pas été anéantis. Ils se sont repliés sur Taïwan et les autres îles autour. Et comme toute bonne start-up, ils avaient besoin d'un nom accrocheur, se rebaptisant République de Chine. Nouveau territoire, nom percutant et nouveau gouvernement. Et aujourd'hui, c'est une démocratie multipartite qui supervise une économie dynamique. Pour quiconque regarde de l'extérieur, ça a tout d'un pays. Du moins, c'est l'idée. Très peu de pays reconnaissent officiellement Taïwan, et il est exclu de groupes comme l'ONU. En public, tout le monde acquiesce en disant que cela fait partie de la Chine communiste. Mais à huis clos, ce ne sont que des clins d'œil et des poignées de main, des accords commerciaux discrets, des liens officieux et des ambassades qui n'en portent pas le nom. Cet exercice d'équilibre est important, parce que si Pékin intervient, cela ne ressemblera pas à la Chine reprenant la Chine. Ce sera perçu comme une véritable invasion, et le monde a promis de réagir. C'est compliqué, et c'est justement le but. Pékin aime quand c'est compliqué. L'autonomie de Taïwan, c'est comme la Chine qui ne peut pas s'empêcher de surveiller, de faire défiler leurs réseaux sociaux à 3 heures du matin. Oui, on est tous déjà passés par là. La Chine est peut-être aujourd'hui le deuxième pays le plus riche du monde, mais en 1949, elle était complètement à terre. C'était une nation qui avait autrefois régné comme l'empire le plus riche du monde, réduite à un rôle si secondaire que sa guerre civile, avec des millions de morts, n'a presque pas suscité de réaction à l'étranger. Pékin qualifie cette période de siècle de l'humiliation, durant lequel la Chine fut dominée par des puissances étrangères. Cependant, le Parti communiste jure que tout cela a pris fin en 1949. Bien sûr, Taïwan se trouve toujours juste au large des côtes, rappelant à Pékin que tout n'est pas encore terminé. Le Parti communiste a déjà tenté de s'en emparer, et à chaque fois, les États-Unis les ont repoussés. Pour Washington, c'était de l'endiguement. Pour Pékin, c'était du sel sur la plaie. Un rappel que même après 1949, des étrangers pouvaient encore dire non à la Chine chez elle. Mais le peuple de Taïwan ne le voit pas ainsi. Pour eux, ils ne sont pas chinois. Ils sont taïwanais, et ils veulent le rester. 63,4% se considèrent comme purement taïwanais. Seuls 2% se disent chinois. Les autres haussent les épaules en demandant pourquoi tu poses la question. Seuls 7% ont répondu oui à l'unification avec la République populaire de Chine, soit autant que l'ananas sur la pizza. Le lien entre Taïwan et la Chine continentale s'est affaibli. Ils ne déclareront pas l'indépendance, non par loyauté, mais par peur de la réaction de Pékin. C'est comme ça depuis des décennies. Mais rien ne reste figé pour toujours. La Chine n'a pas abandonné, et d'ici 2027, elle aura bien plus de jouets à sa disposition. Et comme un bambin grognon, Pékin n'a aucune envie de partager. Si Pékin cherche un responsable pour le chaos dans le détroit de Taïwan, il peut commencer par regarder les portraits de Mao accrochés au mur. Il avait promis la gloire du communisme. Ce qu'il a apporté a été plus meurtrier pour la Chine que tout le siècle d'humiliation. 45 millions de personnes sont mortes lors du grand bond en avant. Des millions d'autres sont morts pendant la révolution culturelle de Mao. Personne ne sait vraiment combien, quand il a finalement cessé de tuer les autres, et qu'il est mort lui-même, en 1976, la Chine était en ruine. Autrefois l'empire le plus riche du monde, elle était devenue l'un des plus pauvres, son économie ne représentant que 2% de celle des États-Unis. Elle était même 10 fois plus petite que celle du Brésil. Ce n'était guère le genre de puissance capable de mener une invasion amphibie contre une île soutenue par l'Occident. Les choses n'ont commencé à changer que lorsque Mao a finalement rendu l'âme. Le parti continuait à le louer en public, mais en coulisses, il était cet oncle qu'on n'invite jamais aux réunions de famille. Les successeurs de Mao ont compris que le communisme ne fonctionnait pas, et que s'enrichir semblait bien plus amusant. Alors ils ont ouvert les portes au commerce extérieur, et l'argent a afflué. Lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, l'économie chinoise connaissait une croissance moyenne de 6% par an, et était devenue la deuxième du monde. Ensuite, la Chine a commencé à s'affirmer. Elle a dépensé beaucoup d'argent dans l'armement, des milliers de missiles balistiques et de croisières, des avions modernes comme le Chengdu J-20 furtif et le Shenyang J-35. Les nouveaux navires comprenaient 3 porte-avions, avec un 4e en préparation. La Chine possède désormais la plus grande marine du monde, avec 405 unités en service dans sa flotte, et ils n'ont pas encore fini. 2 tout nouveaux modèles de sous-marins nucléaires arrivent bientôt. Et ce n'est qu'un aperçu. Le renforcement militaire de la Chine se fait à une vitesse fulgurante. Cette force n'est pas conçue pour défendre le territoire, mais pour imposer sa puissance. Lors de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, Pékin a perdu son sang-froid. Du 4 au 10 août,
La Chine a mené des exercices militaires réels, et a même simulé un blocus. Le message était « on ne peut plus clair ». La Chine n'est plus la même puissance militaire qu'autrefois face aux États-Unis lors des crises du détroit de Taïwan. 2 groupes de porte-avions ne feront plus reculer Pékin. C'est exactement ce que Washington a fait lors de la 3e crise du détroit de Taïwan. Entre 1995 et 1996, Taïwan était en pleine transition. En signe de sa maturité en tant que pays indépendant, à l'exception du nom, Taïwan s'éloignait de la dictature instaurée par Chiang Kai-shek et organisait sa première élection présidentielle démocratique. Et la Chine a réagi comme toute nation raisonnable. Elle a lancé une série de missiles. L'Amérique a envoyé ses navires. La Chine a reculé. Les Américains ont oublié, mais la Chine non. Et aujourd'hui, les missiles venant du continent sont bien plus meurtriers. Une reprise économique fulgurante et une armée en pleine expansion apportent de nouvelles tentations. Quand on a de l'argent, on veut le dépenser. Quand on le dépense pour des armes, on commence à vouloir s'en servir. Le nationalisme chinois n'est pas seulement en hausse, il est partout. Les entreprises ont cessé de se faire passer pour locales à l'étranger et affirment désormais clairement leur identité chinoise. Des films patriotiques, comme la franchise Guerrier Loup et La bataille du lac Changjin, ont été des succès retentissants au box-office chinois, rapportant des milliards. Parallèlement, des diplomates guerriers loups provoquent sur la scène mondiale, cherchant querelle à quiconque veut bien les écouter. Et dans les salles de classe, Pékin met même en place une formation à la masculinité pour endurcir les garçons, dans le cadre d'une politique appelée « Proposition pour prévenir la féminisation des adolescents masculins ». Bientôt, ils donneront des podcasts d'Andrew Tate en devoir. La Chine d'aujourd'hui affiche une certaine assurance, un peu comme l'Amérique des années 1980, avec ses héros d'action plus grands que nature et son sentiment de confiance retrouvé. Mais il y a une différence. Toute cette ferveur patriotique pointe dans une seule direction, une île située à seulement 87 miles, soit 140 km au large de la côte. Celle que Mao n'a jamais pu prendre, le dernier rappel du siècle d'humiliation infligé par le Japon et l'Occident. Entre la fin de 2020 et le début de 2021, la Chine a mené un sondage rare. Que devrait-on faire à propos de Taïwan ? Et notre sondage a révélé que 55% des personnes soutiendraient une guerre à grande échelle pour prendre le contrôle de l'île. 33% étaient opposés à cette idée. Le reste a répondu qu'ils n'étaient pas sûrs, peut-être parce qu'ils pouvaient déjà imaginer ce qui leur arriverait, à eux et à leurs enfants, si tout tournait mal. L'opinion publique n'a pas vraiment d'importance dans une dictature autoritaire comme la Chine, mais cela a probablement fait sourire Xi. Le nationalisme chinois est l'un des piliers du régime de Xi. Avec autant d'histoire et de capital politique lié à Taïwan, reculer signifierait une perte de face majeure pour Xi et le parti, surtout maintenant qu'il y a tant à gagner. Le détroit de Taïwan n'est pas seulement une bande d'eau, c'est l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Rien qu'en 2022, des exportations chinoises d'une valeur de 1,4 billion de dollars ont transité par ce passage étroit. Et il n'y a pas que la Chine qui emprunte cette voie. Selon l'Institut naval des États-Unis, près de la moitié des porte-conteneurs du monde ont traversé le détroit cette année-là. Imaginez le canal de Panama sous stéroïdes, sauf que celui-ci se trouve entre 2 rivaux, qui se regardent de façon menaçante de part et d'autre de l'eau. Le statu quo dure depuis des décennies, mais c'est une trêve instable qui repose sur une voie maritime. Aujourd'hui, la Chine est près de disposer de l'équipement et du soutien public nécessaires pour agir. Taïwan en est consciente et prépare aussi ses stratégies. Les États-Unis ont peut-être rompu leurs liens officiels après l'ouverture de Pékin, mais en vertu du Taiwan Relations Act de 1979, Washington maintient toujours une présence officieuse sur l'île. C'est un peu comme un colocataire non déclaré sur le bail. Cela permet surtout de continuer à fournir des armes. À la mi-2025, les ventes d'armes avaient atteint 2,2 milliards de dollars, transformant essentiellement Taïwan en ce gars de Grand Theft Auto, qui se promène armé jusqu'aux dents avec toutes les armes du jeu. Certains articles récemment ajoutés à la liste d'achat d'Armageddon de Taïwan incluent 108 chars M1A2, Abrams, 66 avions de chasse, F-16 Fian, 29 systèmes d'artillerie à roquettes HIMARS et une centaine de systèmes de missiles anti-navires Harpoon. Ils font tous partie de la stratégie du porc-épic de Taïwan. L'objectif de l'île est de rendre un assaut amphibie si coûteux et sanglant que Pékin y réfléchisse à 2 fois et abandonne l'idée. Et pour en rajouter, elle déploie aussi ses propres missiles fabriqués localement. Le missile de croisière hypersonique Xingtian peut frapper Pékin, ou pratiquement n'importe quelle autre ville du continent, à une distance de 1200 à près de 2000 km, soit entre 750 et un peu plus de 1200 miles. Et le public n'est pas non plus en retrait.
Près des 3/4 des Taïwanais disent qu'ils se battraient si Pékin passait à l'action. Des civils s'inscrivent à des formations, prêts à se transformer en chair à canon si cela devait arriver. Taïwan était peut-être courageux, mais il sait que la stratégie du porc-épic ne fait que retarder l'inévitable. Regardez l'Ukraine. Poutine a sacrifié plus d'1 million d'hommes pour quelques kilomètres de terre, et il continue encore. Pour lui, l'Ukraine n'est pas une terre, c'est une destinée, un fragment de la Russie perdue, pour lequel il est prêt à faire saigner les autres sans fin. Xi ressent la même chose pour Taïwan. C'est pourquoi ils s'entendent, ils appliquent le même scénario. Des États-nations avec des frontières et une souveraineté. Juste de la paperasserie occidentale. Pour eux, le monde est divisé en civilisations, liées par le sang, la langue et l'histoire. Et dans cette histoire, Taïwan n'est pas indépendant. C'est un chapitre que la Chine insiste pour garder dans son livre. Si vous avez la patience d'écouter les discours de Xi Jinping, vous l'entendrez parler du rêve chinois, ou de la grande renaissance de la nation chinoise. En haut de cette liste de souhaits, il y a Taïwan, et il y a une date limite, 2049, le centenaire de la RPC. D'ici là, Xi veut que ce point soit réglé. Mais s'il est sérieux, il ne peut pas attendre aussi longtemps. C'est à cause des cheveux gris. Littéralement, la Chine vieillit rapidement. Au moment où Xi espère rajeunir la nation, l'âge médian sera de près de 52 ans, plus proche de celui du Japon que des États-Unis. Il est difficile de faire la guerre quand l'armée rétrécit, que les hôpitaux sont bondés et que le budget est englouti par les pensions de retraite. Maintenant, vous comprenez pourquoi Xi est si déterminé à être prêt dans 2 ans. Il n'y a pas moyen d'y échapper. S'il veut le faire, Xi doit le faire bientôt. Concrètement, d'ici les 10 prochaines années. Si Xi ou son successeur attend trop longtemps, le moment sera passé. C'est l'apogée de la Chine, portée par ses années de prospérité et une population encore immense. Si on attend, la marée redescend, laissant Pékin plus faible, plus vieux, et ayant raté sa meilleure chance de redessiner la carte par la force. Mais même si Pékin donne son feu vert, la victoire n'est pas garantie. Ce serait le plus grand pari jamais tenté par le Parti communiste. Les invasions amphibies sont la manœuvre la plus risquée en temps de guerre. Même avec l'effet de surprise, c'est un cauchemar, et Xi n'aurait pas cet avantage. La préparation serait visible des mois à l'avance, tout comme les fausses manœuvres de Poutine avant d'envahir l'Ukraine. Kiev l'a vu venir, s'est retranché et a détruit la Blitzkrieg de Moscou. Aujourd'hui, 3 ans et demi et 1 million de morts plus tard, et Poutine l'a eu facile. Il n'a pas eu besoin de transporter son armée à travers une étendue d'eau d'abord. Les sanctions contre la Chine pourraient être appliquées avant le départ des premiers bateaux. Mais sanctionner la Chine n'équivaut pas à sanctionner la Russie. Si les États-Unis et leurs alliés appuyaient sur la gâchette, ils feraient mieux d'être prêts à souffrir, car la douleur viendrait aussi de leur côté. L'économie chinoise s'élève à 17,8 billions de dollars, soit environ 17% du PIB mondial. Depuis que Deng a ouvert les portes, la Chine est devenue l'atelier de la planète. Elle est profondément intégrée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et s'en détacher ne sera pas simple. Nous en avons déjà eu un aperçu pendant la pandémie, lorsque Pékin a laissé entendre qu'il pourrait couper les fournitures médicales si certains pays posèrent les mauvaises questions. Et il ne s'agit pas seulement de masques et de gants. Pratiquement tout passe par la Chine. 8 iPhones sur 10 y sont fabriqués. Utilisateurs Android, ne vous réjouissez pas trop vite. Samsung s'est retiré en 2019. Mais votre téléphone, votre téléviseur, votre ordinateur portable, ils dépendent tous des éléments que la Chine contrôle. Mettez tout cela bout à bout. L'immense économie de la Chine, son rôle d'usine du monde et sa mainmise sur la technologie mondiale, tout cela permet de mieux comprendre l'ensemble. Au centre de tout cela, il y a les terres rares, 17 éléments métalliques, sans lesquels la vie moderne ne peut pas fonctionner. Le nom est un peu trompeur cependant. Les terres rares ne sont pas si rares que ça. Mais devinez qui détient le stock. En 2023, la Chine a produit environ 70% des terres rares mondiales et a assuré 90% du traitement en plus de cela. L'Atlantic Council estime que des sanctions contre les banques chinoises, comme celles imposées à la Russie, retireraient 3000 milliards de dollars de l'économie mondiale. C'est l'équivalent de toute l'économie du Royaume-Uni qui disparaîtrait du jour au lendemain. Et ce n'est pas tout. La Chine est un géant du commerce, mais Taïwan domine le secteur des puces électroniques. Taïwan fabrique 55% des semi-conducteurs mondiaux et 92% des plus avancés technologiquement. Cela représente 35% des voitures du monde et 70% des smartphones qui sortent, d'une manière ou d'une autre, des chaînes de production taïwanaises. Et ce n'est pas tout. Ces puces alimentent votre réfrigérateur, votre téléviseur, même votre machine à laver.
Si Taïwan disparaît de l'équation, soudainement, vous lavez à la main vos vêtements de sport trempés dans l'évier. Les États-Unis et leurs alliés accélèrent le renforcement des chaînes d'approvisionnement, mais leurs actions restent limitées. Taïwan insiste pour garder la majeure partie de la production de puces sur son territoire, non seulement pour le profit, mais aussi pour s'assurer que l'Amérique ait des intérêts en jeu. Pékin espère que cela ne tiendra pas en cas d'invasion. Washington ne reconnaît pas officiellement Taipei, et il n'y a pas d'OTAN dans le Pacifique. Mais une chose est certaine, les sanctions frapperaient comme un marteau. Les sanctions écraseraient la Chine en premier. Une étude du RAND en 2016 estimait qu'une guerre d'1 an, en Asie de l'Est, ferait chuter le PIB de la Chine de 25 à 35%, et les États-Unis ne seraient pas épargnés non plus, avec une baisse de 5 à 10%. Et cela, c'était avant le boom de l'IA. Depuis, l'Amérique a retiré une partie de sa chaîne d'approvisionnement de Chine, mais elle s'est aussi menottée aux puces avancées. Pékin suit la même voie, ce qui signifie qu'elle est tout aussi exposée. Peut-être que la Chine parie que les États-Unis n'enverront pas de soldats, seulement des banquiers armés de sanctions. Officiellement, les États-Unis entretiennent le flou vis-à-vis de Taïwan, dans le cadre de leur politique d'ambiguïté stratégique. Ils ne disent pas s'ils défendraient les îles ou non. Même l'Ukraine avait une promesse plus claire avec le mémorandum de Budapest de 1994, quand elle a abandonné ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité. Nous savons tous comment cela s'est terminé. La Chine devrait agir vite en cas d'invasion, et il est possible qu'elle réussisse. Bien que le détroit de Taïwan rende cela compliqué, la Chine a aussi un avantage géographique. L'armée des États-Unis est répartie partout dans le monde. L'armée chinoise, elle, est concentrée dans la région. Elle peut concentrer toutes ses forces contre Taïwan, et elle n'a pas construit cette montagne de navires et de missiles pour faire joli. Plus on se rapproche de la Chine, plus le nombre et la précision des missiles augmentent. Chaque base américaine dans le Pacifique occidental est à portée. Même Guam, à près de 3000 miles, soit 4800 km, est une cible parfaite. Les défenses antimissiles en abattraient certains, mais d'autres passeraient. Ce que la géographie donne d'une main, elle le reprend de l'autre. Washington connaît la menace des missiles, et il a des plans pour faire payer la Chine dans une guerre prolongée. Xi pensait avoir trouvé une solution. Voici l'initiative des nouvelles routes de la soie, la BRI. C'était un pari à 1000 milliards de dollars qui a mal vieilli. L'idée était simple, acheter de l'influence en finançant les infrastructures de pays clés et en créant ainsi des routes commerciales alternatives. Le joyau de la couronne était le corridor économique Chine-Pakistan, le CPEC, un raccourci évitant les faiblesses de la Chine. Sur le papier, les navires du Golfe Persique pouvaient décharger au Pakistan, puis entrer en Chine par route et rail. Regardez une carte, vous comprendrez pourquoi. C'est la renaissance de la route de la soie. Sauf que cela ne s'est jamais produit. Les routes du XVe siècle restent essentielles, et le raccourci à 1000 milliards de dollars de Pékin n'a rien changé, laissant la Chine coincée derrière des points d'étranglement contrôlables par la marine américaine. Le détroit de Miyako, le détroit de Luçon près des Philippines et de Taïwan, et le détroit de Malacca, à son point le plus étroit, seulement 24 miles, soit 38 km. C'est un cauchemar pour le plus grand consommateur d'énergie au monde. La Chine consomme un quart de l'énergie mondiale et 15% du pétrole brut mondial. Ses propres réserves. Une pataugeoire alors qu'il lui faudrait un stade olympique. Depuis 1993, elle doit importer le reste. Et 80% de ce pétrole passe par le détroit de Malacca. Et c'est là que Taïwan entre en jeu. Elle verrouille la première chaîne d'îles. Celui qui contrôle Taïwan décide si la marine chinoise reste enfermée sur sa côte ou si elle peut s'échapper dans le Pacifique. Et il ne s'agit pas seulement du pétrole. Les 2/3 de tout le commerce chinois passent par ce même passage étroit. La marine américaine le sait. Si Pékin envoyait un jour des navires vers Taïwan, les porte-avions américains ne feraient pas que s'y diriger. Certains resteraient plutôt au détroit de Malacca, la main serrée autour de la gorge économique de la Chine. Les missiles chinois à moyenne portée peuvent atteindre les navires américains ici. Mais plus on s'éloigne, plus leur portée diminue. L'Amérique garde toutefois un atout que les missiles chinois ne peuvent éliminer aisément. Les navires et bases sont des cibles faciles, mais les sous-marins, c'est un autre jeu de cache-cache. Les États-Unis comptaient 64 sous-marins dans leur flotte l'année dernière. La Chine n'était pas loin derrière avec 61, mais les chiffres ne font pas tout. La marine américaine emploie des sous-marins nucléaires capables de longs séjours sous-marins et de plongées profondes. L'amiral Samuel Paparo, alors chef de la flotte du Pacifique, s'est vanté que les sous-marins américains ont une génération d'avance sur ceux de la Chine. Il n'exagérait pas.
La Chine dispose de 48 sous-marins diesel électriques silencieux sur batterie, mais doivent remonter pour se recharger. Quand ces moteurs diesel démarrent, c'est pratiquement un klaxon de voiture sous l'eau. Même les sous-marins nucléaires chinois, les types 93 et 94 sont plus bruyants que ceux des Américains. Les nouveaux modèles 95 et 96, qui sont encore à l'état de projet jusqu'en 2030 environ, et les produire à grande échelle prendra du temps, un temps que Pékin n'a peut-être pas. Alors, que se passerait-il si la Chine envahissait Taïwan ? Les sous-marins américains attendraient au point d'étranglement. L'économie chinoise commencerait à suffoquer si le conflit s'éternisait, et ces sous-marins pourraient même tirer sur le continent. Et si Pékin frappait les bases américaines dans la région, eh bien les torpilles sauraient rendre l'appareil. Ce qui n'arriverait pas, c'est un combat propre, en un contre un. Les États-Unis pourraient déployer bien plus de puissance de feu que prévu par la Chine, et rapidement, d'autres pays s'y joindraient. Les voisins de la Chine, dont la plupart qu'elle a réussi à agacer, chercheraient eux aussi à se venger. 17 pays ont des différends territoriaux avec Pékin. Le plus grand règlement de compte, le Japon. Presque toute la population du Japon vit sur ces 5 îles principales. Mais plus au sud se trouvent quelques rochers isolés appelés les îles Senkaku, ou Diaoyu si vous demandez à la Chine. Personne n'y vit. Mais en 1969, l'ONU a découvert du pétrole et du gaz à proximité. Et soudain, la Chine s'est souvenue qu'elle les possédait depuis le XIVe siècle. C'est drôle comme l'histoire fonctionne quand il s'agit de pétrole. Et honnêtement, cette revendication a plus de sens que le conte de fées de Pékin sur d'anciens colons dans les Spratlys. Nous y reviendrons plus tard. Dernièrement, la Chine a intensifié la pression autour des Senkaku. En janvier 2021, elle a adopté une nouvelle loi donnant le feu vert à sa garde côtière pour utiliser la force contre les navires étrangers qui s'aventurent dans les eaux chinoises. Et, sans grande surprise, la définition de ces eaux par Pékin était aussi large que possible. La loi le précise. La juridiction chinoise couvre les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la ZEU, les eaux situées au-dessus de son plateau continental, et la merveilleusement vague catégorie attrape tout, autres eaux. Vous pouvez deviner ce que « autres eaux » signifie pour le Japon. La Chine s'en prenait déjà au Senkaku, testant les limites du Japon. Cette loi transforme ces provocations en un immense avertissement clignotant. Mais plus important encore, le Japon ne peut pas tourner le dos à Taïwan. Sa survie en dépend. Et 20% de son commerce total passe par la mer de Chine méridionale que la Chine est en train de militariser. Le détroit de Taïwan transporte 25% de ses exportations, 32% de ses importations et 90% de ses importations d'énergie. C'est pourquoi, peu de temps avant son assassinat, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a averti qu'une crise à Taïwan serait aussi une crise pour le Japon. Il n'exagérait pas. Si la Chine prend Taïwan, c'est l'existence même du Japon qui est en jeu. L'assassinat d'Abe n'a pas détourné le Japon de sa trajectoire. Cela a accéléré les choses. Il a jeté les bases d'une armée plus forte, et ses successeurs ont appuyé sur l'accélérateur, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Japon s'arme pour l'offensive, achetant des missiles capables de frapper des cibles bien au-delà de ses côtes. Puis, en décembre 2022, Tokyo l'a officialisé. Les dépenses de défense atteindront 2% du PIB d'ici 2027. Cette date n'a pas été choisie au hasard, elle visait directement le calendrier d'invasion de Xi. Il y a également environ 54 000 soldats américains au Japon, plus que partout ailleurs dans le monde. Même si Tokyo voulait rester à l'écart d'un conflit à Taïwan, la géographie ne le permettrait pas. Ces bases font du Japon une partie du champ de bataille dès le premier jour. La Corée du Sud accueille 25 000 soldats américains. Séoul parle peut-être moins de Taïwan que Tokyo, mais elle est tout aussi impliquée dans l'équilibre régional. Et il y a un problème encore plus important, le commerce. La géographie piège la Corée du Sud dans les mêmes points d'étranglement. 90% de son commerce maritime passe par la mer de Chine méridionale, et le détroit de Taïwan à lui seul représente 30% de ses importations, et près d'un quart de ses exportations. La Corée du Sud a essayé de marcher sur la corde raide sous la Chine de Xi, en maintenant sa sécurité liée à Washington, tout en profitant des affaires avec Pékin. En 2024, le président Lee Jae-myung a même déclaré que Séoul devrait éviter de prendre parti, et simplement dire merci à la fois à la Chine et à Taïwan. Mais la gratitude n'arrête pas les missiles. Dès que les tirs débutent et que les routes commerciales se ferment, la Corée du Sud ne peut plus rester neutre. La sécurité et la survie l'entraîneraient dans la guerre. Séoul peut faire semblant que la neutralité fonctionne parce que la géographie l'a protégé des actions les plus brutales de la Chine. Le 11 août 2025, un patrouilleur des gardes-côtes chinois et un navire de la marine de l'APL sont parvenus à entrer en collision. Pourtant,
Il n'était pas du tout près de la Chine. En mer de Chine méridionale, le personnel des gardes-côtes philippins a filmé la scène. Manille a rapidement accusé Pékin pour ce chaos, et la situation est effectivement très chaotique dans cette partie de la mer. Dans une zone maritime déjà encombrée de navires de guerre et de patrouilleurs des gardes-côtes provenant d'une demi-douzaine de nations, le chaos est pratiquement la norme. La Chine revendique pratiquement toute la mer de Chine méridionale avec sa fameuse ligne en 9 traits. Les Philippines l'ont traînée devant la cour de la Haye en 2016 et ont gagné. Les juges ont déclaré illégales les revendications de la Chine, mais cela n'a pas stoppé Pékin. Xi a en gros dit « Essayez de m'arrêter !» Le conflit entre la Chine et les Philippines s'est aggravé. Les confrontations entre navires se sont multipliées récemment. La collision entre 2 navires chinois fut juste un moment comique. D'habitude, ce sont les navires philippins qui se font écraser. S'ils ne sont pas percutés, ils sont arrosés par les canons à eau chinois, laissant les équipages des gardes-côtes et les pêcheurs trempés, malmenés et humiliés. Les Philippines ont fait la seule chose possible, s'appuyer davantage sur leur ancien allié, les États-Unis. Les bases américaines, autrefois présentes partout, ont diminué après la guerre froide, mais la construction d'îles par la Chine les a fait revenir. Il y a maintenant 9 bases américaines sur le sol philippin. Regardez où se trouvent ces bases. 5 d'entre elles, au nord, pointent presque comme des pistolets chargés vers le détroit de Taïwan. 2 autres, Palawan et la base aérienne Antonio Batista, font face aux Spratley, des plateformes parfaites pour couper les voies maritimes de la Chine. La géographie a fait des Philippines un détonateur, et Washington l'a armé. Les Philippines n'accueillent pas seulement des bases, elles se renforcent aussi. Son renforcement militaire vise directement l'expansion de la Chine, et l'entraînement a été poussé à son maximum. En mai et juin 2025, les troupes philippines se sont entraînées aux côtés des Américains, des Japonais, des Sud-Coréens et même des Britanniques. Que faisaient-ils ? L'une des tâches consistait à tester le lance-missile anti-navire Nemesis. Où était-il ? Aux îles Botany. La plus au nord, Mavulis, se trouve à seulement 88 miles, soit 142 km de Taïwan. C'est plus proche que New York ne l'est de Philadelphie, pratiquement des voisins immédiats en termes stratégiques. Les Philippines construisent aussi un port ici. Une fois terminé, ce sera une rampe de lancement parfaite pour exercer une pression sur le commerce chinois, si Pékin va plus loin. Donc maintenant, le tableau géographique commence à prendre forme. Si la Chine attaquait Taïwan et entraînait les États-Unis et leurs alliés, elle ne ferait pas seulement face aux défenseurs de l'île. Elle serait prise en étau sur 2 fronts, se refermant comme un étau. Ajouter un blocus dans le détroit de Malacca, avec l'Australie qui s'implique, et Pékin sentirait la pression. Même avec tous ces nouveaux navires et missiles, elle joue à un jeu dangereux, avec un risque élevé de perdre. Et quand les chances semblent aussi mauvaises, c'est là que les actions désespérées et dangereuses entrent en jeu. Vous vous demandez peut-être, et les armes nucléaires ? Sur le papier, la Chine promet de ne pas employer l'arme nucléaire en premier, ce qui paraît rassurant, jusqu'à ce qu'on approfondisse. Enfoui dans un document obscur intitulé « La science des opérations de la seconde artillerie », on trouve les clauses en petits caractères, les scénarios où Pékin abaisse le seuil nucléaire. Après lecture, cette promesse de non-recours en premier ressemble plus à une échappatoire. Le manuel chinois précise que les armes nucléaires sont utilisées si une superpuissance nucléaire attaque des cibles stratégiques et que Pékin ne peut pas riposter. Ce n'est pas un message codé pour d'autres. C'est un message codé pour les États-Unis. Mais ce document évoque des lignes rouges comme des frappes sur le continent, ses infrastructures ou ses villes. Frapper des cibles militaires chinoises en mer ne compterait pas, ce qui signifie que si le conflit reste limité à Taïwan, il y a de réelles chances qu'il ne devienne pas nucléaire. Si cette ligne est franchie, le monde brille. Un bref soulagement. Mais il ne dure pas. Nous avons calculé les sanctions. Faisons maintenant ceux de la guerre. Quel est le chiffre final ? Une analyse de Bloomberg a révélé qu'une guerre pour Taïwan coûterait 10 000 milliards de dollars au monde. Seuls les États-Unis et la Chine ont des économies plus importantes que cela. Cela représente 10% de l'ensemble de l'économie mondiale. Alors pourquoi la Chine prendrait-elle un tel risque ? Les revendications historiques et le gain économique n'expliquent pas un pari aussi énorme. La Chine est de nouveau riche. Pourquoi tout bouleverser ? Une rancune vieille d'1 siècle issue d'une guerre civile vaut-elle vraiment le coup ? Taïwan se trouve au centre de la première chaîne d'îles, le prix ultime. En ce moment, la richesse de la Chine dépend de la coopération étrangère, enfermée par des points d'étranglement qu'elle ne contrôle pas. Si elle prend Taïwan, cette chaîne se brise.
Des ports tels que Swao et Huahualien pourraient être détruits lors d'un conflit, mais une fois reconstruits, ils offriraient à Pékin un accès direct au Pacifique. Si la Chine contrôlait Taïwan, elle ne se limiterait pas à déplacer des navires, mais imposerait ses règles. Le détroit, la mer de Chine méridionale, les voies commerciales vitales du Japon, de la Corée du Sud et des Philippines, tout serait sous le contrôle de Pékin. Cela ne ferait pas que pencher la balance, cela réécrirait la carte, avec la Chine au centre. Jusqu'où la Chine est-elle prête à aller pour obtenir ce résultat? Nous allons bientôt le découvrir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack. On l'appelait autrefois la Riviera américaine. Aujourd'hui, c'est une tombe de 350 miles carrés dans le désert. Aujourd'hui, la mer de Salton est en train de mourir. Son eau disparaît. La poussière toxique est dans l'air et dans les poumons des habitants d'ici. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car chaque année, plus de 400 millions de dollars sont extraits du sol, puis rejetés exactement là d'où ils viennent. Et cela pourrait tout changer. Le lac que tout le monde avait abandonné pourrait bouleverser l'économie mondiale. Alors que la surface est un échec, ce qui se trouve en dessous est tout à fait différent. La mer de Salton se trouve sur une vallée du Rift. La croûte terrestre y est plus fine, juste quelques kilomètres. À plusieurs kilomètres sous terre, le magma chauffe la roche et l'eau emprisonnée. Cette chaleur sert depuis des années à produire de l'énergie géothermique. L'eau elle-même est toxique, hyper salée, mais elle est riche en minéraux. Un en particulier, le lithium. L'un des plus grands gisements de la planète se trouve juste sous les personnes qui respirent cette poussière toxique. La quantité de lithium sous la mer de Salton pourrait alimenter 375 millions de véhicules électriques. C'est plus que toutes les voitures, camions et SUV réunis aux États-Unis. Et pourtant, il se trouve sous l'un des coins les plus toxiques et abandonnés d'Amérique. Cette ressource est précieuse en raison de sa concentration. Certaines parties de la saumure sont incroyablement riches, ce qui en fait littéralement un jackpot. Et cela se trouve en plein cœur d'un grand marché de consommation. Les autoroutes, les voies ferrées et la logistique sont déjà en place. Les aspects techniques de l'extraction du lithium sont liés à l'industrie géothermique existante. Actuellement, 11 centrales géothermiques entourent la rive sud du lac. Elles pompent la saumure surchauffée à la surface pour exploiter la vapeur. Après que la chaleur a été extraite, elle est simplement renvoyée dans le sol, avec environ 21 500 tonnes de lithium. L'Amérique a rejeté chaque année pour 400 millions de dollars de lithium dans le sol, et ce n'est pas nécessaire. En ajoutant l'extraction minérale au cycle énergétique, le coût de construction des infrastructures chute considérablement. Les puits sont déjà forés, les pompes fonctionnent déjà. La saumure préchauffée est déjà en surface. La méthode d'extraction utilise l'infrastructure géothermique existante et extrait le lithium en quelques heures plutôt qu'en plusieurs années. C'est rapide. C'est efficace, et cela se fait sans la destruction causée par l'exploitation minière traditionnelle, et cela ne s'arrête pas au lithium. Manganèse, zinc, minéraux essentiels pour les batteries et le stockage sur le réseau. Soudainement, la mer de Salton n'est plus seulement un lac toxique, c'est désormais une ressource. Un seul bassin désertique en Californie pourrait satisfaire une grande partie de la demande mondiale. En ce moment, le lithium est le goulot d'étranglement du monde moderne. Chaque batterie de véhicule électrique en a besoin. Chaque parc éolien et solaire en dépend. Sans un approvisionnement régulier, la transition loin des combustibles fossiles se heurte à un mur. Les coûts explosent. Les vulnérabilités stratégiques se multiplient. Le gisement de la mer de Salton n'est pas simplement une autre mine. Il pourrait être le pilier de la production de batteries américaines, le carburant du prochain siècle du transport. Les concentrations sont suffisamment élevées, les volumes sont suffisamment massifs, et la méthode est suffisamment propre pour que la question ne soit plus de savoir si, mais à quelle vitesse. La course pour exploiter les ressources américaines est lancée, et je suis là pour la couvrir. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner. Ainsi, vous ne manquerez aucune évolution. Le comté d'Imperial est l'une des régions les plus pauvres de Californie. Le taux de chômage avoisine les 10% dans certaines zones. Pourtant, les revenus du lithium qui sont désormais inscrits dans la loi pourraient changer cela à jamais. La nouvelle taxe d'accise reverse 80% directement au comté. Et à pleine échelle prévue, la production de lithium elle-même pourrait générer environ 2 milliards de dollars par an,
en chiffre d'affaires brut. Les urbanistes du comté prévoient déjà 700 emplois permanents bien rémunérés répartis sur les 3 principaux projets. Opérateurs, techniciens, équipes de maintenance et des milliers d'autres dans la construction et le soutien. Pour la première fois, l'échec du lac et son potentiel figurent sur le même bilan, c'est-à-dire si l'extraction a réellement lieu. Le principal obstacle actuellement est la perception. Depuis des décennies, ce bassin est vu comme un cimetière écologique, ignorant la réalité industrielle sous-jacente. La technologie d'extraction fonctionne, les réserves souterraines sont confirmées. Le vrai défi, c'est de réussir ce virage industriel massif avant que la fenêtre du marché ne se referme. Il ne s'agit pas simplement de sortir de la terre du sol. Le lithium brut est inutilisable, impossible d'alimenter une ville ou de fabriquer un véhicule électrique avec de la saumure ou de la roche non traitée. Celui qui raffine le métal contrôle tout le marché. Le lithium est là, mais le pays qui le raffine, et non celui qui l'extrait, est celui qui gagne réellement. Et aujourd'hui, cette carte mondiale est fortement déséquilibrée. Des pays comme l'Australie et le Chili dominent l'extraction physique. Cependant, ils ne contrôlent pas le marché. La plupart des batteries qui sortent aujourd'hui des chaînes de montage contiennent du lithium qui est passé par une raffinerie chinoise, quel que soit l'endroit où le minerai a été extrait à l'origine. La saumure géothermique sous la mer de Salton neutralise précisément cet avantage. La Chine contrôle le traitement du lithium de la même manière que l'OPEP contrôlait autrefois le pétrole. La mer de Salton est le seul atout national d'une telle ampleur capable de briser cette dépendance. Pas de traversées océaniques, pas de droits de douane étrangers, pas de hausse soudaine des prix déclenchés à l'autre bout du monde. La mer de Salton, à son échelle maximale prévue, soit environ 200 000 tonnes par an, couvrirait l'ensemble des besoins annuels en lithium de plusieurs grandes usines américaines et laisserait encore un surplus pour le stockage sur le réseau. Ce ne sont pas seulement des batteries moins chères, ce sont des usines américaines qui embauchent des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires. Le lac, dans son état actuel, est un atout stratégique. Quand le Nevada a promu son nouveau métal précieux, il a protégé juridiquement et physiquement ses industries. La Californie peut faire pareil avec la mer de Salton. Elle peut transformer la partie la plus oubliée de l'État en son centre stratégique le plus vital. Et le moment est venu d'en profiter. La mer de Salton est le seul endroit avec l'échelle géologique nécessaire pour rendre cela possible. La course pour sécuriser cette ressource a déjà commencé. De lourdes machines roulent le long de la rive sud du lac. 3 grands opérateurs se lancent dans la saumure géothermique, chacun misant des milliards pour atteindre l'échelle commerciale avant que le marché ne les exclue. Control Thermal Resources mène l'expansion. Leur opération, Hell's Kitchen 4, dans un réservoir profond surchauffé, avec pour objectif de fournir du lithium de qualité batterie, ainsi que de l'énergie géothermique, d'ici la fin des années 20. Cet avantage précoce oblige les concurrents à atteindre le même niveau d'intégration à cette échelle ou à risquer d'être laissés pour compte. Energy Source Mineral adopte une approche différente, en exploitant la saumure déjà présente en surface et en utilisant l'infrastructure géothermique existante. L'engagement de 1,36 milliard de dollars du département de l'énergie en 2025 envoie un signal aux investisseurs privés que les paris d'ingénierie à grande échelle dans ce secteur bénéficient désormais de la confiance fédérale. Pendant ce temps, Berkshire Hathaway Energy a investi plus de 40 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et exploite l'un des plus grands réseaux de services publics aux États-Unis. Cela signifie qu'elle a été capable de mobiliser des ressources plus rapidement et à moindre coût que les petits opérateurs. Il ne s'agit pas de 3 paris distincts. Ce sont 3 lignes parallèles sur la même autoroute. Le premier à atteindre 20 000 tonnes décroche des contrats que les autres poursuivront pendant des années. Le gouvernement fédéral reconnaît les enjeux et exerce une pression maximale pour accélérer le calendrier. Ces projets passent désormais par une procédure d'approbation accélérée, obligeant chaque agence à agir en synchronisation et à éliminer la bureaucratie qui freine habituellement les infrastructures américaines. Simultanément, la Californie a mis en place une structure fiscale localisée pour stabiliser la politique de la région. Une nouvelle taxe d'accise est directement proportionnelle au volume de lithium produit. 20% sont légalement réservés, spécifiquement pour la restauration environnementale de la mer de Salton elle-même. Cette course industrielle a lieu parce que le marché secondaire existe déjà. Partout dans la Sunbelt, d'immenses nouvelles usines de fabrication de batteries ouvrent leurs portes. Elles exigent une chaîne d'approvisionnement nationale protégée des conflits commerciaux mondiaux ou des perturbations maritimes. Si les opérations dans la vallée impériale atteignent leurs objectifs de production à la fin des années 2020, elles sécurisent les contrats fondamentaux pour l'ensemble du secteur automobile américain.
Mais la marge d'erreur est inexistante. Les concurrents internationaux ne mettent pas en pause leurs propres expansions. Si les projets de la mer de Salton manquent leur créneau, ou si le financement s'assèche, ou si la construction s'arrête, les usines de batteries se tourneront vers l'étranger. Le marché mondial exige de la certitude. Les États-Unis ont besoin de ce matériau, mais quelque chose se dresse sur leur chemin. La Californie. Le système réglementaire de l'État, qui peut transformer même une construction simple en un calvaire de 10 ans, se dresse directement entre les États-Unis et le contrôle total de leur approvisionnement en lithium. Chaque retard ici n'est pas seulement bureaucratique, c'est un risque stratégique. Les litiges environnementaux ont déjà gelé des phases clés du développement. À la fin de 2025, des recours juridiques visaient activement des projets comme Hell's Kitchen. L'argument principal porte sur la vulnérabilité fondamentale de la région, l'utilisation de l'eau. Le bassin connaît actuellement des conditions de sécheresse sévères. Même une extraction très efficace nécessite des millions de gallons d'eau pour le refroidissement et le traitement chimique. Les critiques avertissent que faire peser une demande industrielle sur un lac à l'agonie pourrait rapprocher la mer de Salton de sa disparition. Les droits sur l'eau constituent une limite physique stricte à la croissance. Les agriculteurs de la vallée impériale détiennent d'importantes allocations prioritaires sur le fleuve Colorado. Mais selon les directives fédérales d'exploitation, après 2026, chaque utilisateur du fleuve devra faire face à des réductions. La mer de Salton n'existe aujourd'hui que grâce au ruissellement agricole provenant précisément de ces fermes. Si l'eau est détournée des champs pour refroidir des raffineries high-tech, ce lac commence à rétrécir plus rapidement. Les personnes qui vivent avec ce lac mourant depuis le plus longtemps sont maintenant divisées. Certains y voient un salut. Les recettes fiscales pourraient enfin financer une véritable lutte contre la poussière et la restauration de l'habitat. D'autres y voient un nouveau pari industriel sur leur santé. Les recours liés à la qualité de l'air, aux déchets dangereux et aux sites culturels tribaux ont déjà retardé Hell's Kitchen de plusieurs mois. Les groupes locaux craignent que même les systèmes en circuit fermé puissent libérer des traces de produits chimiques ou accroître le trafic de camions sur des routes déjà poussiéreuses. La promesse de 700 emplois permanents est réelle, mais la crainte que ces emplois se fassent au détriment de la santé des habitants l'est tout autant. Le plan Lithium Valley de l'État tente de trouver un équilibre. Plus d'argent pour l'atténuation locale, une commission consultative conjointe, mais la confiance est faible après des décennies de promesses de restauration non tenues. Même de petits puits pourraient endommager des terres sacrées pour les communautés qui y vivent depuis des générations. Au-delà de la question de l'eau, les difficultés habituelles liées au permis restent un énorme handicap. Début 2025 Berkshire Hathaway. Energy a explicitement mis en pause plusieurs de ses expansions géothermiques, invoquant des retards de permis ingérables et de graves goulets d'étranglement au niveau des infrastructures. Ces blocages administratifs pourraient retarder un lancement prévu fin 2020 jusqu'aux années 2030. Sur un marché en évolution rapide, un retard de 5 ans signifie un échec. Si ces opérateurs parviennent à surmonter les litiges, à sécuriser leurs droits sur l'eau et à lancer la production d'ici la fin des années 2020, la géométrie stratégique du monde en sera bouleversée. Mais si les obstacles réglementaires l'emportent, la fenêtre d'opportunité se refermera définitivement. L'industrie mondiale des batteries contournera tout simplement les États-Unis. L'avenir énergétique propre du pays dépendra toujours du lithium importé, exposant fabricants de véhicules électriques et projets de réseaux au retard, à la hausse des prix et au goulet d'étranglement étrangers. Pendant 30 ans, la mer de Salton a été ignorée. C'était une catastrophe écologique en attente d'une solution qui n'est lieu jamais venue. Aujourd'hui, cet échec précis est la condition nécessaire à une résurgence industrielle massive. Cela oblige à une réinvention complète du paysage. Le désert n'attend pas, et la Chine n'attend certainement pas non plus. Mais l'Amérique, elle, attend. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MadPack. En ce moment, 20% de l'ensemble des réserves mondiales de pétrole sont piégées. Elle sera retenue tenue en otage derrière une mince couche d'eau microscopique, si petite qu'on pourrait facilement la manquer sur une carte. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, d'énormes pétroliers transportant des millions de barils de carburant sont censés traverser ce couloir de 34 km, ou du moins, ils sont censés le faire. Du jour au lendemain, des frappes militaires et des mines marines ont fermé la voie navigable, la transformant instantanément en l'endroit le plus dangereux de la planète. Cela semble pourtant impossible. Pourquoi n'existe-t-il pas d'itinéraire alternatif ou de plan de secours?
Quand les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent aussi vite, le public exige aussitôt une solution de rechange. Nous avons découpé des montagnes pour construire le canal de Panama. Nous avons terraformé le désert pour le canal de Suez. Si la survie humaine dépend d'un passage si étroit qu'on voit l'autre côté, pourquoi les pays riches ne creusent-ils pas un canal ou ne trouvent-ils pas un autre moyen de le contourner? Eh bien, parce que contourner le détroit d'Ormuz est une question bien plus complexe que de simplement déplacer de la terre. Et même si nous réalisions le plus grand projet de construction de l'histoire de l'humanité, cela ne nous sauverait pas vraiment. Il y a un piège énorme dans le golfe Persique, et il attend juste que quelqu'un y tombe. Le golfe Persique n'est comparable à aucun autre endroit sur la planète. De nombreux pays voisins figurent parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et les Émirats Arabes unis réunis extraient chaque jour des dizaines de millions de barils de pétrole du sable. C'est une quantité inimaginable d'énergie liquide, suffisante pour chauffer des continents, maintenir à flot des flottes de cargo et alimenter le réseau mondial. À bien des égards, c'est le cœur battant du monde moderne, mais il y a une faille fatale dans la géographie. Voilà le problème. Le golfe Persique est essentiellement un bassin fermé avec un seul passage étroit pour entrer et sortir. Le détroit d'Ormuz lui-même. Cela le distingue de nombreux autres golfes à travers le monde. Le golfe du Mexique, par exemple, possède plusieurs grandes ouvertures et des voies permettant aux navires d'entrer et de sortir de la mer. Entre la Floride et Cuba, par exemple, ou entre le Mexique et Cuba, puis vers la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique au-delà. Le golfe Persique est très différent. Ici, si un navire, y compris ces énormes pétroliers qui font tourner l'économie mondiale, veut quitter la région, il doit passer par le détroit d'Ormuz. Il n'y a aucune exception. Aucune alternative, et c'est ce qui fait de cet endroit un point d'étranglement stratégique. Un point d'étranglement qui est effectivement responsable de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et de 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié également. Pour aggraver les choses, le détroit n'est pas seulement étroit, il est aussi très strictement contrôlé. Tous les navires qui traversent ce bras de mer doivent emprunter une paire de voies de navigation, l'une pour le trafic sortant et l'autre pour le trafic entrant, chacune ne faisant que 2 miles de large et séparée par un méridien de 2 miles de large. L'Iran connaît bien ces voies. Il sait précisément quels itinéraires les navires vont emprunter, et il sait exactement comment les perturber aussi. Il n'a même pas besoin de bloquer tout le détroit. Il peut simplement se concentrer sur ces étroites voies de navigation, coupant une énorme partie du commerce littéralement du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Face à la menace des mines, des missiles, des drones et plus encore, de nombreux navires ont cessé de traverser le détroit d'Ormuz. Les entreprises ne voulaient pas prendre le risque de mettre en danger des actifs aussi coûteux, ainsi que la vie de dizaines de membres d'équipage, et les assureurs étaient beaucoup moins disposés à offrir une couverture pour les navires qui prévoyaient de faire le voyage. En conséquence, les prix du pétrole ont grimpé en flèche, et l'économie de continents entiers s'est rapprochée d'une crise sans précédent, unique en une génération. Vous savez, le type de crise survenue au moins 4 fois dans ma génération. Tout cela à cause d'une bande d'eau. La première question est donc, pourquoi ne pas la contourner? Après tout, nous l'avons déjà fait auparavant. Pendant des siècles, la géographie a pris le commerce mondial en otage. Autrefois, les navires devaient faire tout le tour de l'Afrique, parcourant littéralement des milliers de kilomètres, et passant des semaines en mer, simplement pour transporter des marchandises entre l'Europe et l'Asie. De nombreux navires et équipages ont trouvé la mort en tentant de contourner le tristement célèbre cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique du Sud, où des courants dangereux et de mauvaises conditions météorologiques se combinaient pour créer des conditions de navigation mortelles. Il y avait aussi la piraterie, avec d'innombrables cas de navires attaqués ou détournés et de cargaisons volées. Mais pendant des siècles, cette route était littéralement la seule option viable pour faire passer des navires d'un côté de l'Afrique à l'autre, jusqu'à ce que les gens fassent quelque chose à ce sujet. En 1869, après 10 longues années de construction et de transformation du désert, le canal de Suez a été ouvert, reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée, et offrant un nouveau passage autour du continent africain. Il a réduit de milliers de kilomètres, et de plusieurs semaines les trajets, et a apporté un essor sans précédent et incalculable au commerce international. Aujourd'hui, le canal gère encore environ 12 à 14% du commerce mondial.
de l'autre côté dans les Amériques, si les navires voulaient y passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, leur seule véritable option était de contourner toute l'Amérique du Sud. Les navires devaient affronter des eaux turbulentes, de hautes vagues et des vents violents au large de la côte sud de l'Amérique du Sud, notamment au Cap Horn et dans le passage de Drake. Alors, les États-Unis ont creusé à travers l'Amérique centrale, et en 1914, le canal de Panama a été ouvert, réduisant instantanément et de façon spectaculaire le temps nécessaire aux navires pour passer d'un côté à l'autre des Amériques. L'histoire prouve que si un point d'étranglement maritime menace notre survie, nous pouvons transformer tout un continent. Alors, avec autant de tensions autour du détroit d'Ormuz, pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose ? La solution à la crise du golfe Persique semble évidente, mais le Moyen-Orient résiste à nos solutions d'ingénierie. Si l'on revient aux canaux de Suez et de Panama, tous deux ont été construits à des endroits assez évidents. Avant la construction du canal de Suez, il existait un espace évident pour une telle structure, car l'extrémité nord de la mer Rouge n'était qu'à environ 160 km des rives sud de la Méditerranée. Les experts savaient que cela prendrait énormément de temps et d'argent, mais l'idée d'installer un canal ici était au moins logique. C'était la même chose à Panama, où seulement 80 km de terre séparaient l'océan Pacifique d'un côté de la mer des Caraïbes de l'autre. Même un simple observateur pouvait regarder une carte et voir que c'était l'endroit idéal pour un passage reliant une étendue d'eau à l'autre. Le golfe Persique, c'est une toute autre histoire. Le golfe est presque entièrement entouré de terre. C'est comme une impasse sans aucune issue, sauf par le détroit d'Ormuz, puis dans le golfe d'Oman, avant de se jeter dans la mer d'Arabie. Au nord se trouve la mer Caspienne, une étendue d'eau enclavée. Aucune aide de ce côté-là. Et même pour y accéder, il faudrait construire un canal sur des centaines de kilomètres, à travers presque toute la longueur de l'Iran. Vu la raison de la fermeture actuelle du détroit, ce n'est évidemment pas une option. À l'ouest se trouve la Méditerranée, mais elle aussi est bien trop éloignée pour être reliée au golfe Persique. Pour relier les deux, il faudrait construire un canal traversant de nombreux pays, très probablement l'Irak, la Jordanie, et potentiellement la Syrie et le Liban, ou Israël. Cela prendrait des décennies de travail et des sommes d'argent incalculables. Donc ce n'est pas non plus une option réaliste. Au sud, vous avez des centaines de kilomètres de terre appartenant à plusieurs nations différentes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman et le Yémen, toutes situées entre le golfe Persique et le golfe d'Aden, ou la mer d'Arabie. Mais si nous voulions quand même essayer... En septembre 2015, une étude a proposé un canal de 950 km de long, qui partirait de la côte saoudienne juste au sud du Qatar, traverserait le pays et franchirait la frontière jusqu'au Yémen avant de se terminer sur la côte yéménite. L'ensemble du projet était estimé à 80 milliards de dollars et c'était en étant optimiste. Les auteurs de l'étude ont toutefois noté que le projet pourrait également inclure la construction de nouvelles villes, cités et stations balnéaires sur les longues rives du canal. On n'en a pas beaucoup entendu parler depuis, et il a probablement connu le même sort que la ligne et la boucle de Vegas. Non, il semble que l'ensemble du golfe soit en réalité une impasse. Pas d'itinéraires alternatifs, pas de passages cachés, pas de fines bandes de terre le séparant d'un autre plan d'eau important, et aucun endroit évident pour construire un canal. Sauf une faille microscopique géographiquement parlant. La péninsule de Moussandam. On pourrait dire que la seule proposition à peu près réaliste serait de construire un canal à travers. Cette région accidentée et montagneuse qui s'avance dans le détroit d'Ormuz est partagée entre Oman et les Émirats arabes unis, avec une exclave omanaise comme point le plus au nord, à son point le plus étroit. La péninsule de Moussandam ne fait que quelques dizaines de kilomètres de large. Creuser un canal dans cette région permettrait de contourner totalement l'armée iranienne. Sur le papier, le projet ne semble pas très différent du canal de Suez ou du canal de Panama. Une voie navigable relativement courte qui annulerait l'influence et l'importance du détroit d'Ormuz, réduisant considérablement la capacité de l'Iran à freiner l'acheminement du pétrole vers l'Europe et d'autres régions. Mais ici, il ne s'agit pas du sable doux de l'Égypte où le canal de Suez a été construit, ni de quoi que ce soit ressemblant au Panama. La péninsule est une forteresse de montagnes exceptionnellement escarpée, rocheuse et accidentée, dont certaines, comme le Jabal al-Harim, s'élèvent à plus de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ces montagnes recouvrent entièrement la péninsule, ce qui explique pourquoi c'est une région si peu peuplée, avec seulement de petits hameaux et villages disséminés ici et là, à l'ombre des sommets, ainsi que l'oasis côtière de Azab, située à l'extrémité nord de la péninsule. Construire un canal ici ne serait pas seulement un exploit étonnant de l'ingénierie moderne, ce serait un miracle. Bien qu'il puisse sembler qu'il suffirait d'un canal de 50 ou 60 miles pour traverser la péninsule de Musandam, ce n'est pas ainsi que cela fonctionnerait en réalité. Les équipes de construction devraient creuser à travers une roche épaisse, s'étendant sur des kilomètres d'un côté à l'autre de la péninsule. Des montagnes entières devraient être effacées de l'existence, en raison de la nature rude et inhospitalière du terrain. Même si les constructeurs trouvaient un moyen d'y travailler, ils ne pourraient pas réaliser un canal en ligne droite d'un côté à l'autre. Ils devraient tourner à gauche et à droite, ici et là, en suivant les contours naturels de la région. Une déviation de 80 km se transforme soudainement en un labyrinthe de plusieurs centaines de kilomètres. Cela rendrait la tâche bien plus compliquée que, par exemple, le canal de Suez, qui s'étend sur environ 190 km, ou le canal de Panama, qui fait 80 km de long. Et avec la complexité, évidemment, vient le coût. Le canal de Suez a coûté environ 100 millions de dollars, soit environ 2 milliards de dollars aujourd'hui. Les États-Unis ont dépensé environ 375 millions de dollars pour la construction du canal de Panama, ce qui équivaut aujourd'hui à 8 ou 9 milliards de dollars. Un projet d'agrandissement d'environ 5,25 milliards de dollars l'a aussi concerné à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Un canal à travers la péninsule de Musandam ne coûterait pas seulement quelques milliards de dollars. Cela coûterait bien plus que quelques dizaines de milliards. Un projet de cette envergure impliquerait une somme à 12 chiffres, 100 milliards de dollars, et c'est vraiment le strict minimum. Certaines estimations évoquent jusqu'à 200 milliards de dollars, voire plus, seulement pour la construction. Ce chiffre ne prend même pas en compte les dépenses supplémentaires comme l'entretien ou la sécurité. Et il y a aussi un gros problème d'altitude. Ce n'est pas du tout comme en Égypte, où le terrain utilisé pour construire le canal de Suez était en grande partie plat d'un côté à l'autre. Grâce à cela, le canal de Suez n'a pas besoin d'écluses, puisqu'il n'est pas nécessaire de faire monter ou descendre les navires à différents endroits. Il traverse simplement. Un canal à travers Oman ou les Émirats arabes unis ne fonctionnerait pas de cette manière. Parce que le terrain change tellement. Il faudrait un système d'écluses vaste et complexe pour aider les navires à monter et descendre pendant leur traversée. Les écluses ont besoin d'eau, d'énormes quantités d'eau, et c'est l'une des régions les plus arides de la planète. Cela pose tout un tas de nouveaux défis. Par exemple, d'où viendrait l'eau pour remplir les écluses? Comment serait-elle maintenue? Comment le canal résisterait-il lors de fortes chaleurs, d'ensoleillement et de sécheresse? Ce ne sont pas de simples désagréments ou problèmes mineurs. Ce sont des obstacles fondamentaux qui font que tout le concept d'un canal de Musandam ressemble plus à un conte de fées qu'à une proposition réaliste. Mais, pour en discuter, supposons qu'il soit construit. Tous les problèmes finissent par se résoudre et on trouve l'argent nécessaire. Et des années, voire plus probablement des décennies de travaux, sont nécessaires pour enfin relier le golfe Persique au golfe d'Oman, offrant ainsi aux navires une alternative viable au détroit d'Ormuz. Il reste cependant un problème qui peut mettre tout le projet à genoux, et c'est la sécurité. Même si ce canal, la seule option vraiment viable, était construit, il ne serait en réalité pas beaucoup plus éloigné de l'Iran que le détroit d'Ormuz, et tout comme le détroit, il serait relativement étroit avec des passages prévisibles que les navires devraient suivre pour le traverser jusqu'à l'autre extrémité. En d'autres termes, il aurait exactement les mêmes faiblesses que le détroit. Et il serait tout aussi facile à perturber ou à bloquer, peut-être même plus facile. Il suffirait de quelques missiles bien placés, ou même de la simple menace d'un tir de missile, pour déclencher une nouvelle crise internationale. Tout à coup, exactement les mêmes problèmes que ceux observés dans le détroit d'Ormuz se feraient ressentir à travers le canal de Musandam. Les navires auraient de nouveau trop peur d'y naviguer. Les assureurs, encore une fois, refuseraient de offrir une couverture d'assurance. Et 20% du pétrole et du GNL mondiaux seraient à nouveau bloqués dans le Golfe, incapables d'atteindre les pays qui comptent dessus pour alimenter leurs industries et leurs économies. Le canal ne serait qu'un autre point d'étranglement, qui coûte 100 milliards de dollars ou plus à construire, ainsi que des années de temps
d'efforts et de ressources. Quand les calculs pour un canal à 100 milliards de dollars ne tiennent plus, le public pose la question: pourquoi utiliser des navires tout court ? Pourquoi ne pas simplement pomper le pétrole par voie terrestre à travers d'immenses pipelines directement vers la mer Rouge, d'autres grandes étendues d'eau, ou même directement vers les pays européens ? Il existe déjà un vaste réseau de pipelines de ce type, qui partent de pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Par exemple, l'oléoduc East-West Crude Oil Pipeline, également appelé Pétroline, s'étend sur près de 1200 km depuis la province orientale de l'Arabie Saoudite jusqu'à la mer Rouge. Le seul problème, c'est que même les pipelines les plus longs et les plus grands ont leurs limites. Les plus grands ne transportent du pétrole qu'à des débits comparables à ceux de quelques gros pétroliers par jour. Quand les conditions sont favorables, plus de 100 pétroliers traversent le détroit chaque jour. Ils ne peuvent donc pas rivaliser avec le volume colossal de pétrole que les pétroliers géants peuvent transporter. Ils sont aussi très coûteux à construire, à agrandir et à entretenir, et ils sont extrêmement vulnérables aux attaques ou au sabotage. Ils peuvent aider, mais on ne peut pas compter sur eux pour simplement remplacer le commerce pétrolier maritime. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz est si précieux. Parce que malgré quelques idées ambitieuses et des projets hypothétiques intéressants, il n'existe vraiment aucune alternative. Une grande partie du commerce pétrolier et de l'économie mondiale repose uniquement et entièrement sur ce seul bras de mer. Et il y a vraiment très peu de choses que nous puissions faire pour changer cela. Le détroit d'Ormuz est bien plus qu'une simple voie reliant deux étendues d'eau. C'est un point de tension géopolitique, un endroit où même de légères tensions régionales peuvent avoir des répercussions mondiales. Où des personnes à l'autre bout du monde peuvent ressentir les répercussions de la guerre affectant leur vie quotidienne de plusieurs façons, et où la géographie, plus que tout autre facteur, dicte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ainsi, malgré toutes les réalisations de l'humanité, tant que le pétrole reste dans le golfe Persique, l'économie mondiale demeure otage de la géographie. Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, allez regarder pourquoi chaque État arabe craint l'Iran. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo aussi. Cela fait vraiment une grande différence. À la prochaine. La crise des cartels au Mexique n'est pas seulement un problème de criminalité. C'est une catastrophe pour la sécurité nationale. En 2024, les cartels contrôlent effectivement entre 30 et 40% du territoire mexicain. Certaines régions fonctionnant complètement en dehors de l'influence du gouvernement. Et la violence est stupéfiante. Plus de 30 000 meurtres par an depuis 2017 et plus de 110 000 personnes officiellement portées disparues. Bien d'autres sont sans doute enterrées dans des fosses communes. Le trafic de drogue, le trafic de migrants, l'extorsion et les guerres de cartels ont fait du Mexique l'un des pays les plus dangereux au monde. Mais comment en est-on arrivé là? Et que nous réserve l'avenir? Dans les années 1980 et 1990, le trafic de drogue dans les Amériques était dominé par les cartels colombiens, en particulier les cartels de Medellín et de Cali. Ces organisations étaient passées maîtres dans la production et le trafic de cocaïne, la faisant passer clandestinement aux États-Unis par des routes caribéennes. Mais ensuite, tout a commencé à changer. En 1993, la mort de Pablo Escobar a porté un coup important au cartel de Medellín, et les forces de l'ordre américaines ont exercé une pression croissante sur les trafiquants de drogue grâce à des patrouilles navales. La hausse de la surveillance dans les Caraïbes a poussé les cartels colombiens à utiliser les routes terrestres du Mexique pour transporter la cocaïne. Initialement, les cartels mexicains étaient de simples transporteurs, mais en prenant en charge une plus grande partie de la cocaïne, ils ont fini par contrôler toute l'opération, de la production à la distribution. Ce changement de pouvoir a marqué le début de l'ascension du Mexique en tant qu'acteur dominant dans le trafic de drogue. À la fin des années 1990 et début 2000, les cartels mexicains n'étaient plus de simples intermédiaires. Ils étaient devenus de véritables empires criminels mondiaux, contrôlant non seulement le trafic de drogue, mais aussi le trafic de migrants, l'extorsion et le trafic d'armes. L'un des plus grands noms de cette nouvelle ère des cartels mexicains est le cartel de Sinaloa, qui était dirigé par le tristement célèbre Joaquín El Chapo Guzmán. Sous sa direction, le cartel de Sinaloa est devenu la plus puissante organisation de trafic de drogue au monde. Il ne s'agissait plus seulement de cocaïne. Le cartel de Sinaloa s'est spécialisé dans l'héroïne, la méthamphétamine et le fentanyl, avec des opérations s'étendant sur plus de 40 pays. Même si El Chapo a été capturé et envoyé aux États-Unis,
son cartel reste une force majeure, grâce en partie à ses fils qui poursuivent les affaires familiales. Le cartel de Sinaloa a joué un rôle crucial pour inonder les États-Unis de fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne. Utilisant massivement des tunnels sous la frontière États-Unis-Mexique, influençant les forces de l'ordre et s'adaptant constamment, ils ont gardé leur position dominante. Ensuite, il y a le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, ou CJNG, qui a connu une ascension rapide au cours de la dernière décennie. Il est connu pour sa violence extrême et ses tactiques impitoyables. Les opérations de style militaire du CJNG, y compris les embuscades, les exécutions et l'utilisation d'armes de gros calibre, en ont fait l'une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Ce cartel a pris le contrôle de la production de fentanyl, qui est responsable d'un nombre stupéfiant de décès aux États-Unis. Entre 70 000 et 80 000 morts sont liés à cette drogue uniquement. Les méthodes brutales du CJNG font partie de son identité, et il s'est forgé une réputation en terrorisant non seulement les cartels rivaux, mais aussi des communautés entières. Le cartel est devenu si puissant qu'il a été qualifié par les autorités de l'une des menaces les plus importantes pour le Mexique et les États-Unis. Un autre acteur important est le cartel du Golfe, l'une des organisations les plus anciennes et les mieux établies du Mexique. Le cartel du Golfe contrôlait autrefois des routes de trafic essentielles reliant la Colombie aux États-Unis via le Mexique. Aujourd'hui, il se concentre surtout sur le trafic d'êtres humains, l'extorsion et d'autres crimes, notamment à la frontière américano-mexicaine. Bien qu'il ait perdu une grande partie de son ancien pouvoir au profit de cartels plus récents et plus violents, comme le CJNG et Sinaloa, le cartel du Golfe reste une force avec laquelle il faut compter. Les divisions internes et la pression policière ont poussé le cartel du Golfe à changer de tactique, mais il garde une influence notable dans certaines régions. Ensuite, il y a Los Zetas, à l'origine créé comme la branche militaire du cartel du Golfe. Avec le temps, ils se sont séparés et sont devenus tristement célèbres pour leur extrême brutalité. Les massacres, les décapitations et des actes de violence terrifiants sont devenus leur marque de fabrique. Les États étaient connus pour leur usage efficace de tactiques militaires, faisant d'eux l'un des cartels les plus redoutés de l'histoire du Mexique. Cependant, comme beaucoup d'anciens cartels, Los Zetas ont fini par souffrir de divisions internes et de répression de la part des autorités. Malgré leur déclin, des membres restants des États continuent d'opérer, s'adonnant souvent à l'extorsion, à l'enlèvement et à d'autres formes de criminalité violente. Dans le Michoacán, deux autres groupes, la Familia Michoacana et Los Viagras, se sont taillés leur propre territoire. La Familia Michoacana s'est d'abord présentée comme un groupe à idéologie pseudo-religieuse, prétendant protéger les communautés locales, mais ils sont rapidement devenus connus pour leur violence. Los Viagras sont apparus comme un groupe rival, s'affrontant souvent avec le cartel de Sinaloa et le CJNG pour le contrôle de la région. Ces deux groupes sont fortement impliqués dans la production de drogues synthétiques comme la méthamphétamine, et sont connus pour leur implication dans l'extorsion, les enlèvements et des tactiques brutales pour maintenir le contrôle de leur territoire. La montée de ces cartels a eu des effets dévastateurs, aussi bien au Mexique qu'aux États-Unis. Au Mexique, la violence des cartels de la drogue a atteint des niveaux inimaginables, avec plus de 400 000 personnes tuées depuis que le gouvernement a commencé à sévir contre le crime organisé en 2006. Des communautés entières ont été déchirées, et de nombreux civils se sont retrouvés pris entre deux feux dans les guerres de cartels. Les villes et villages sont contrôlés par ces groupes puissants, et les forces de l'ordre sont souvent dépassées par leur nombre et leurs ressources considérables. Aux États-Unis, la crise des opioïdes n'a fait qu'empirer avec l'arrivée massive du fentanyl sur le marché. Le nombre de décès par overdose a explosé, et le fentanyl est désormais l'une des principales causes de mortalité chez les Américains, de moins de 50 ans. Ces cartels, avec leurs vastes opérations, ont largement contribué à cette urgence de santé publique. Le transfert de pouvoir des cartels colombiens vers les organisations mexicaines a fondamentalement changé le commerce de la drogue. Les cartels colombiens étaient peut-être les rois du trafic de cocaïne, mais les cartels mexicains ont bâti leur empire non seulement en prenant le contrôle du commerce de la cocaïne, mais aussi en s'étendant aux drogues de synthèse, comme le fentanyl et la méthamphétamine. Ils se sont adaptés, ont évolué, et sont devenus des organisations criminelles aux multiples facettes. Malgré les efforts continus pour les combattre, ces cartels continuent de prospérer. Alors que la situation au Mexique et aux États-Unis devient de plus en plus grave, une chose est claire, la lutte contre ces cartels est loin d'être terminée. Au Mexique, les cartels sont plus que des trafiquants, ils agissent comme des gouvernements parallèles. Chaque cartel
règnent sur des territoires spécifiques, avec un niveau de contrôle et d'influence qui peut rivaliser avec celui de l'État lui-même. Ces empires criminels ont divisé le pays en régions où ils se spécialisent dans tout, de la production de drogue à l'extorsion, la traite des êtres humains et même le vol de carburant. Le cartel de Sinaloa est l'une des organisations les plus puissantes et les plus connues au monde, et son influence s'étend à travers le Mexique et au-delà. Basé principalement dans la région de Sinaloa, le cartel contrôle des routes de trafic de drogue cruciales, en particulier celles utilisées pour transporter de la cocaïne et du fentanyl vers les États-Unis. Pour Sinaloa, le trafic de drogue est une entreprise mondiale. Ils disposent de vastes réseaux mondiaux, et leur capacité à naviguer sur des routes de contrebande complexes leur a permis de rester l'un des acteurs majeurs dans le monde des cartels. Dans l'état occidental de Jalisco, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, ou CJNG, règne en maître. Ce cartel est tristement célèbre pour ses tactiques violentes, y compris des affrontements directs avec le gouvernement mexicain. Le CJNG est rapidement devenu l'un des cartels les plus dangereux et influents du pays. Bien qu'ils soient impliqués dans diverses activités illégales, leur revenu principal vient de la production de méthamphétamine. Jalisco est devenu l'épicentre de la production de méthamphétamine au Mexique, et les opérations du CJNG s'étendent sur de vastes zones de l'État, où ils contrôlent à la fois la production et la distribution. La nature violente du cartel ne se limite pas seulement aux cartels rivaux. Ils ont ciblé les forces de l'ordre et les responsables gouvernementaux avec une efficacité brutale, utilisant fréquemment des opérations de type militaire pour affirmer leur domination. En se dirigeant vers l'est, le Tamaulipas est un champ de bataille pour le contrôle entre le cartel du Golfe et les restes des États. Bien que ces groupes ne soient plus aussi dominants qu'autrefois, ils contrôlent toujours d'importantes routes de contrebande et des entreprises illégales. Le Tamaulipas est réputé pour la traite humaine et le vol de carburant. Ces cartels profitent dans des régions frontalières pauvres pour faire passer des personnes aux États-Unis et ont gagné des milliards grâce au siphonnage illégal de carburant. Le contrôle de cette région par le cartel du Golfe est facilité par son accès à des infrastructures essentielles, telles que les pipelines et les réseaux de distribution. Pendant ce temps, les Zetas, qui étaient à l'origine un groupe paramilitaire formé par des déserteurs des forces spéciales mexicaines, continuent d'utiliser une violence brutale pour maintenir leur contrôle sur cette région. Dans le Michoacán, une région riche en ressources agricoles, plusieurs cartels se disputent la domination. Mais le CJNG, Los Viagras et la Familia Michoacana sont les principaux acteurs. Bien que ces groupes se livrent à diverses activités criminelles, l'une de leurs opérations les plus lucratives consiste à extorquer les producteurs locaux d'avocats et de citrons verts. Ces cultures sont essentielles à l'économie de la région, et les cartels sont connus pour exiger de l'argent de protection aux agriculteurs, utilisant souvent des moyens violents pour faire respecter leurs exigences. En plus de l'extorsion, ces groupes sont fortement impliqués dans la production de méthamphétamine, de nombreuses zones rurales du Michoacán, servant de laboratoire clandestin pour cette drogue. La violence et l'extorsion qui frappent la région ont rendu la vie de plus en plus difficile pour les habitants locaux, qui se retrouvent souvent pris entre deux feux, lors des affrontements entre cartels rivaux. Dans le Guerrero, la situation est tout aussi sombre. Cet état est connu pour sa production d'héroïne, et plusieurs cartels, dont les Guerreros Unidos, un groupe dissident de l'organisation Beltrán Leiva, se battent pour le contrôle de cette industrie lucrative. Le Guerrero est l'une des régions clés du Mexique pour la culture du pavot, qui est ensuite transformée en héroïne. Ces cartels contrôlent non seulement la production, mais aussi le trafic de la drogue, qui est ensuite introduite en contrebande aux États-Unis et sur d'autres marchés. Le commerce de l'héroïne au Guerrero est tellement dominant qu'il est devenu une source de revenus majeure pour de nombreux groupes criminels de la région, qui utilisent leur pouvoir pour imposer leurs lois aux communautés locales. La violence liée au commerce de l'héroïne a entraîné des conflits constants, les cartels rivaux se battant pour le contrôle des régions de culture du pavot et des routes de trafic. Chaque région fonctionne quasiment comme un pays, les cartels y agissant comme des gouvernements de l'ombre. Ils taxent les entreprises locales, imposent leurs lois et résolvent les différends de leur communauté. Par exemple, si un commerçant local refuse de payer la taxe de protection du cartel, les conséquences peuvent être mortelles. Les cartels ont leur propre mécanisme d'application, utilisant souvent la violence pour maintenir le contrôle et garder les civils sous leur coupe. Que ce soit par des enlèvements, des décapitations ou des massacres, les méthodes du cartel sont à la fois brutales et efficaces. Dans certaines régions, les membres du cartel agissent comme des autorités de facto, offrant une protection en échange de loyauté et d'argent, tout en punissant quiconque ose les défier.
Le pouvoir que ces cartels exercent sur leur territoire constitue un défi direct à l'État mexicain, qui a du mal à reprendre le contrôle des zones dominées par les organisations criminelles. Les cartels sont bien équipés, souvent mieux armés, et mieux financés que les forces de l'ordre local. Ils disposent également d'un vaste réseau de fonctionnaires corrompus à leur solde, ce qui rend encore plus difficile pour le gouvernement de réprimer leurs activités. Dans ce monde, les cartels ne sont pas seulement des criminels, ils sont les maîtres de leur territoire. Ils définissent ce qui se passe dans leur territoire, et leur influence s'étend bien au-delà du trafic de drogue. De l'extorsion des agriculteurs à la gestion de réseaux de traite des êtres humains, le pouvoir que détiennent ces cartels est absolu. Pour de nombreux Mexicains vivant dans ces régions, la vie sous le contrôle des cartels est devenue une réalité difficile, avec peu d'espoir de changement, à moins que le gouvernement mexicain ne puisse opposer un véritable défi à ces empires criminels. Dans de nombreuses régions du Mexique, où le gouvernement a eu du mal à maintenir le contrôle, les cartels sont intervenus, comblant le vide et assumant le rôle de gouvernement de l'ombre. Ces organisations criminelles ne se limitent pas à la drogue et à la violence. Elles gèrent des communautés entières, fournissent des services, font respecter des lois et contrôlent même les économies locales. Cependant, même s'il peut sembler que les cartels prennent le relais là où l'État a échoué, la vie sous leur domination est loin d'être bienveillante. C'est un cauchemar fait de peur, de coercition et de brutalité. Les cartels maintiennent leur contrôle en pratiquant l'extorsion, réclamant le piso ou argent de protection à toute personne tentant d'exploiter une entreprise. Cette pratique ne concerne pas que les grandes entreprises. Vendeurs ambulants, petits agriculteurs et commerces locaux doivent aussi payer. Dans l'état du Michoacán, par exemple, les producteurs d'avocats doivent remettre jusqu'à 1000 $ par hectare chaque année. S'ils ne se conforment pas, les conséquences peuvent être fatales. Les cartels ont un message simple mais brutal. Payez la taxe ou subissez des représailles. Dans les régions où ces cartels ont établi leur domination, de nombreux habitants n'ont d'autre choix que de se plier aux exigences des cartels par crainte pour leur vie ou la sécurité de leur famille. Mais il ne s'agit pas uniquement d'extorsion et d'intimidation. Les cartels, en particulier les plus puissants comme le cartel de Sinaloa et le CJNG, savent que gagner le soutien des populations locales est essentiel pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Ainsi, pour y parvenir, ils endossent parfois le rôle de bienfaiteurs, finançant des services sociaux dans le but d'assurer la loyauté et de renforcer leur emprise. Pendant la pandémie de Covid-19 par exemple, le CJNG et le cartel de Sinaloa ont tous deux distribué des colis d'aide aux communautés en difficulté, fournissant de la nourriture et des provisions à ceux qui en avaient désespérément besoin. À première vue, il pourrait sembler que ces cartels agissent par bonté ou par devoir civique, mais cette bienveillance est en réalité stratégique. Le but est d'acheter la loyauté, et plus important encore, de faire en sorte que les habitants de ces régions considèrent les cartels comme des protecteurs, et non simplement comme des criminels. Cette tactique crée une forme de dépendance, où la population locale a le sentiment de devoir sa survie aux cartels, ce qui la rend moins encline à résister ou à contester leur autorité. Mais pour ceux qui ne se plaignent pas à la loi des cartels, la punition peut être rapide et horrible. Les cartels imposent leur autorité avec une brutalité impitoyable, utilisant des exécutions publiques et des démonstrations de violence atroces pour envoyer un message à quiconque songerait à sortir du rang. Dans certains cas, les victimes ont été décapitées ou soumises à des bains d'acide, des méthodes destinées non seulement à tuer, mais aussi à instaurer la peur dans la communauté. Qu'il s'agisse d'un informateur, d'un membre d'un gang rival, ou même d'un civil innocent se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, personne n'est à l'abri des punitions brutales infligées par les cartels. La violence est souvent publique, destinée à envoyer un message glaçant. Toute tentative de défier les lois du cartel sera vouée au même sort. Peut-être l'un des aspects les plus glaçants du contrôle des cartels est leur capacité à recruter des enfants dans leurs armées. Dans certaines régions, des enfants dès l'âge de 10 ans sont recrutés de force et formés pour servir de soldats de base dans les opérations du cartel. Ces jeunes recrues sont souvent contraintes ou menacées de rejoindre, et ceux qui refusent subissent des conséquences horribles. La torture ou la mort est une punition courante pour ceux qui tentent de s'échapper ou de résister à l'influence du cartel. Pour ces enfants, le choix est simple, rejoindre le cartel ou faire face à un destin atroce. Beaucoup sont forcés de participer à des activités violentes, comme transporter de la drogue, exécuter des contrats ou servir d'éclaireurs. Les cartels s'attaquent aux jeunes vulnérables, leur offrant protection et sentiment d'appartenance, tout en les transformant en instruments de violence et de terreur. Sous la domination des cartels, la vie devient une lutte quotidienne pour survivre.
Les habitants de ces territoires sont souvent confrontés à un choix impossible, obéir ou être punis. Les cartels, à bien des égards, créent un système où ils sont à la fois les oppresseurs et les pourvoyeurs, rendant presque impossible pour les habitants de se libérer de leur emprise. La peur de la violence, la menace de mort et l'extorsion constante laissent aux gens peu d'espoir de s'en sortir. L'incapacité ou le manque de volonté du gouvernement à défier ces cartels ne fait que renforcer leur emprise sur le pouvoir, et le cycle de la violence continue sans relâche. Les cartels mexicains ont évolué bien au-delà de l'image stéréotypée des gangs de rue. Ils opèrent désormais comme de puissantes forces paramilitaires, avec des convois blindés, des drones et des lance-roquettes. Ces organisations ne se contentent plus de faire du trafic de drogue. Elles mènent des guerres à grande échelle, laissant souvent derrière elles destruction et chaos. L'une des rivalités les plus sanglantes et les plus dangereuses aujourd'hui est le conflit en cours entre le CJNG et le cartel de Sinaloa. Une bataille qui a ravagé des régions entières et coûté d'innombrables vies. Des milliers de personnes meurent chaque année, tandis que ces deux cartels se disputent de trafic, territoire et influence. Alors que la bataille fait rage à travers le pays, des États comme le Michoacán et le Zacatecas sont devenus l'épicentre de la violence des cartels. Des villes et des villages entiers ont été dépeuplés, alors que des familles fuient par crainte d'être prises entre deux feux, lors des affrontements entre cartels rivaux. La violence est souvent aveugle, visant toute personne qui se trouve sur le chemin de ces empires criminels. Des civils innocents, des policiers et même des politiciens locaux sont fréquemment pris dans cette violence croissante, ce qui montre clairement que les cartels ne contrôlent plus seulement le commerce illégal, mais des communautés entières. La guerre est si meurtrière à cause des tactiques militaires utilisées par les deux cartels. Fini le temps où les cartels comptaient uniquement sur des opérations de terrain ou des fonctionnaires corrompus pour mener leurs activités. Ces cartels sont devenus sophistiqués et lourdement armés, adoptant les mêmes types d'armes et de stratégies que l'on attendrait d'une armée nationale. L'un des aspects les plus terrifiants de la guerre des cartels est l'utilisation de véhicules blindés, connus en anglais sous le nom de narco-tanks, ou monstruos en espagnol. Ce sont des chars faits maison, des camions qui ont été renforcés avec d'épaisses couches d'acier, souvent équipés de mitrailleuses, et dans certains cas, de grenades propulsées par roquettes. Ces véhicules permettent aux cartels d'attaquer des villes, de tendre des embuscades à leurs rivaux, et de résister facilement à l'armée ou à la police. Le CJNG en particulier a porté la guerre des cartels à un nouveau niveau grâce à l'utilisation de drones. Ces véhicules aériens sans pilote sont utilisés pour larguer des explosifs sur des groupes rivaux, transformant le ciel en champ de bataille. L'utilisation de drones n'est pas seulement une tactique terrifiante, mais aussi un signe de la puissance technologique croissante du cartel. Avec les drones, le CJNG peut surveiller les mouvements ennemis, cibler des individus spécifiques et même lancer des attaques depuis les airs, tout en évitant la confrontation directe. La capacité de mener la guerre depuis les airs leur donne un avantage stratégique, et c'est un outil que le cartel de Sinaloa et d'autres groupes essaient également d'adopter rapidement. L'introduction des drones dans la guerre des cartels montre à quel point ces organisations ont évolué, passant de simples passeurs de drogue à de véritables forces militarisées. Les cartels ont désormais accès à des armes de qualité militaire, à une technologie avancée, et à un nombre croissant de recrues désireuses de rejoindre le combat. Ces recrues sont souvent attirées dans les armées des cartels par la promesse d'argent, de pouvoir et de protection. Dans les régions où le gouvernement est peu ou pas présent, les cartels deviennent les autorités de facto, offrant un sentiment de contrôle et de structure dans un monde autrement chaotique. Mais ce pouvoir a un prix élevé, car ceux qui refusent de coopérer sont souvent soumis à des punitions brutales ou à la mort. Au milieu de cette guerre, la frontière entre les gangs criminels et les forces militaires légitimes devient floue. Les cartels opèrent, comme s'il s'agissait de véritables armées, avec leurs propres codes de conduite, hiérarchie et opérations stratégiques. Ils s'allient à d'autres cartels, combattent pour le territoire et manipulent gouvernements locaux et forces de l'ordre. Pour les habitants de ces régions, l'incapacité du gouvernement à maintenir l'ordre ne fait que renforcer l'emprise du cartel. À certains égards, les cartels commencent à ressembler aux forces militaires d'un État voyou. Ils disposent de la main-d'œuvre, de l'armement et de la volonté de se battre contre toute opposition, y compris le gouvernement mexicain. Alors que le CJNG et le cartel de Sinaloa continuent de gagner en puissance et en influence, il est clair que leur guerre est loin d'être terminée. Leur capacité à terroriser des régions entières
et à déstabiliser le pays représente un défi redoutable pour le Mexique, qui peine à contenir cette menace paramilitaire grandissante. Les conséquences de cette guerre entre cartels sont considérables. Tandis que les cartels continuent d'étendre leur pouvoir et leur influence, des communautés entières en souffrent. Dans la lutte pour le contrôle des empires criminels du Mexique, les enjeux sont énormes et la guerre ne fait que s'intensifier. La lutte du Mexique contre les puissants cartels de la drogue fait rage depuis des décennies, et pourtant le pays semble prisonnier d'un cycle sans fin de violence et de corruption. Malgré de nombreux efforts du gouvernement et de partenaires internationaux, ces organisations criminelles continuent de se renforcer, laissant les communautés dans la terreur. La question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas réussi à les arrêter ? La réponse réside dans une combinaison de corruption systémique, de stratégies défaillantes et de forces extérieures qui contribuent au pouvoir incontrôlé du cartel. Un obstacle majeur à la lutte contre les cartels est la corruption enracinée dans les forces de l'ordre mexicaines. Un rapport de 2020 a révélé que plus de 60% des forces de police locales sont infiltrées par des membres de cartels. Dans certaines petites villes, la situation est encore pire. Des services de police entiers ont été compromis, des agents démissionnant par crainte de représailles des cartels ou étant soudoyés pour fermer les yeux. Cela signifie que, dans de nombreux cas, les personnes censées protéger et servir travaillent directement pour les mêmes organisations qui terrorisent la population. Les cartels ont utilisé la corruption et l'intimidation pour s'assurer de la loyauté des forces de police et militaires locales, rendant difficile la mise en place d'une résistance efficace. Même lorsque les autorités tentent d'agir contre les membres des cartels, ces infiltrations entraînent souvent des fuites ou du sabotage. Sans un système de maintien de l'ordre digne de confiance, lutter contre les cartels revient à combattre un incendie alors que les pompiers sont de l'autre côté des flammes. Le gouvernement mexicain a longtemps suivi la stratégie du baron de la drogue, visant à arrêter ou éliminer les chefs de cartel. La théorie veut qu'en éliminant la tête d'un cartel, l'organisation s'effondrera. Cette stratégie a conduit à la capture ou à la mort de chefs de cartel notoires, comme Joaquín El Chapo Guzmán. Mais les résultats ont été loin d'être concluants. En fait, c'est le contraire qui s'est produit. La violence des cartels s'est intensifiée, et le vide de pouvoir laissé par ces chefs a permis de violents affrontements entre factions. Quand des chefs comme El Chapo sont éliminés, d'autres membres du cartel veulent aussitôt prendre leur place. Ces luttes internes entraînent souvent de violentes guerres de territoire, augmentant l'effusion de sang et déstabilisant des régions entières. Il est devenu évident que l'élimination de chefs individuels ne s'attaque pas à la cause profonde du pouvoir des cartels. Cela ne fait que perturber brièvement le statu quo, laissant de nouveaux personnages dangereux prendre le pouvoir. La stratégie du baron de la drogue peut faire un titre spectaculaire, mais elle n'a pas été une solution durable pour arrêter les cartels. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars pour tenter de freiner le flux de drogues illégales comme la cocaïne et le fentanyl en provenance du Mexique. Malgré ces efforts, la production de fentanyl au Mexique ne cesse d'augmenter, et les cartels se sont vite adaptés aux nouvelles tendances en matière de drogue. En 2023, l'administration américaine de lutte contre la drogue, ou DEA, a saisi plus de 379 millions de doses mortelles de fentanyl. Pourtant, la demande pour cette drogue reste élevée, et les cartels continuent d'opérer en toute impunité. La DEA s'est focalisée sur l'interception de la drogue à la frontière et le démantèlement des cartels, mais ces actions semblent souvent n'être qu'un pansement sur un problème bien plus vaste. Malgré des milliards investis dans ces initiatives, les cartels gardent une avance, trouvant sans cesse de nouveaux moyens de produire et faire passer clandestinement des drogues aux États-Unis. Le caractère cyclique du trafic complique la rupture de la chaîne d'approvisionnement. De nouveaux acteurs prennent rapidement la place des anciens, et la violence ne cesse de s'intensifier. Le coût humain de la guerre anti-drogue au Mexique est stupéfiant. Plus de 500 fosses communes ont été découvertes à travers le pays, rappelant de façon glaçante la brutalité avec laquelle les cartels traitent ceux qui leur résistent. La violence a également eu un lourd impact sur les journalistes. Au moins 150 journalistes ont été assassinés au Mexique depuis 2000, dont beaucoup ont été pris pour cible pour avoir enquêté ou rendu compte des activités des cartels. Ces assassinats envoient un message clair aux médias et au public. Si vous vous exprimez contre les cartels, vous pourriez être le prochain. Les hommes politiques ont également été assassinés avec une régularité alarmante, en particulier pendant les périodes électorales, alors que les cartels tentent de contrôler les gouvernements locaux et d'influencer la politique. Alors que la violence s'intensifie et que l'influence des cartels s'étend,
Certains experts craignent que le Mexique soit au bord de devenir un État défaillant, un pays où le pouvoir du gouvernement est largement symbolique et où les cartels ont un contrôle total. Si la tendance actuelle se poursuit, les cartels pourraient prendre le contrôle total de secteurs clés tels que la production de drogue, la traite des êtres humains, et même des entreprises légales. Ils pourraient finir par avoir une emprise totale sur la politique, dicter qui est élu, et contrôler les décisions politiques à tous les niveaux du gouvernement. La possibilité d'un narco-État est terrifiante, mais elle n'est pas à exclure. Le gouvernement mexicain a du mal à suivre l'ampleur et la complexité des cartels, et l'influence du crime organisé est profondément enracinée dans la société. Cette situation laisse beaucoup de gens se demander si le pays pourra un jour retrouver sa souveraineté, ou si les cartels deviendront les véritables détenteurs du pouvoir au Mexique. Alors, que peut-on faire pour arrêter les cartels et reprendre le contrôle ? Des experts estiment que le Mexique devrait prioriser l'éradication de la corruption dans ses forces de l'ordre, sans assainir la police et garantir que les membres des cartels ne puissent pas infiltrer les institutions clés. Toute stratégie anti-cartel est vouée à l'échec. Éliminer l'influence des cartels dans le gouvernement et les agences de sécurité est essentiel pour démanteler leur infrastructure. Certains avancent que légaliser les drogues pourrait réduire les profits des cartels en supprimant le marché illégal. Bien que cette approche reste controversée, certains pensent qu'en dépénalisant des drogues comme le fentanyl, les gouvernements pourraient priver les cartels de leur principale source de revenus, affaiblissant ainsi leur pouvoir. Une autre solution proposée est une implication militaire accrue des États-Unis. Certains hommes politiques suggèrent de qualifier les cartels d'organisations terroristes, ce qui permettrait une action militaire directe contre eux. Bien que cela aggraverait le conflit et impliquerait davantage les États-Unis dans les affaires du Mexique, cela pourrait aussi fournir au gouvernement mexicain des ressources et un soutien supplémentaire dans la lutte contre les cartels. La crise des cartels au Mexique est l'une des pires catastrophes sécuritaires au monde. Avec des cartels contrôlant de vastes territoires, dirigeant des gouvernements parallèles et commettant des meurtres de masse, le pays est à la croisée des chemins. Sans action décisive, le Mexique risque de sombrer encore plus dans l'anarchie, avec la possibilité qu'un véritable narco-État émerge dans un avenir proche. Quoi qu'il en soit, la question demeure. Le Mexique peut-il reprendre le contrôle de son territoire, ou l'empire des cartels a-t-il déjà gagné ? Merci de m'avoir rejoint. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.